Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce forum consacré à un sujet d'actualité, on pourrait dire même malheureusement d'actualité, du fait notamment du changement climatique. On va avoir l'occasion d'en parler, un sujet qui pose beaucoup de préoccupations sur le terrain au niveau des collectivités, tant d'ailleurs dans l'Hexagone qu'en Outre-mer. On aura l'occasion aussi de voir cet aspect spécifique aux zones ultramarines. Recul du trait de côte, atelier qu'on a baptisé Aménager pour s'adapter, mais à quel prix ? Différents éléments, des éléments factuels, des éléments prospectifs, des éléments financiers, raison pour laquelle il vous est proposé aujourd'hui de voir cette question en deux temps. Alors on va faire deux séquences. La première qui va être dédiée plutôt aux enjeux de l'aménagement des littoraux, je dis bien des littoraux, pas le littoral, chaque littoral effectivement ayant sa particularité, là aussi on va avoir l'occasion d'en parler. On aura des temps d'échange, je vous rassure, des questions-réponses avec la salle. Peut-être qu'on en fera un à mi-chemin et puis un effectivement à l'issue de la deuxième séquence. Et deuxième séquence qui sera, elle, plutôt dédiée au volet les pistes de financement à imaginer ou à privilégier pour l'avenir. On parle de faire des taxes spécifiques ou autres. Qui doit payer ? Ça, c'est quand même la question qui préoccupe chacun d'entre vous ici. Donc autant d'éléments pour lesquels on aura l'occasion d'échanger, encore une fois, librement, avec un timing qui globalement est plutôt raisonnable. On est ensemble jusqu'à à peu près 15h45. On n'a pas trop de couperets à la fin. Pour évoquer ces questions, donc j'ai autour de moi différents élus et un spécialiste aussi de la question côté expertise. Donc on a complété les regards des élus de l'Hexagone, des élus de l'Outre-mer. Pour commencer, Dominique Cap, qui est maire de Plougastel d'Aoulas, qui est coprésident du groupe de travail de l'Association des maires de France dédié au littoral. Donc avec un certain nombre de questions, dont celle du recul de trait de côte que l'on va évoquer aujourd'hui. À ses côtés, Yannick Moreau, maire des Sables d'Olonne, qui est également président de l'ANEL, je le rappelle, l'Association nationale des élus du littoral, pas très loin d'ailleurs de l'AMF sur le plan géographique, et qui permet de co-porter finalement cette voix. Et on va s'en rendre compte assez rapidement. Les préoccupations, les constats sont partagés par l'AMF et l'ANEL en grande partie, à tel point d'ailleurs que j'ai cru comprendre, sans déflorer le sujet, qu'il y avait une démarche commune qui allait être envisagée dans les prochaines heures, pour ne pas dire les prochaines minutes. À ses côtés, Emmanuel Alzuri, maire de Bidart, donc aussi avec une autre approche et des problématiques partagées par rapport à cette question du recul du trait de côte. Sébastien Dupré, en face de moi, qui lui est directeur en charge des risques eau et mer au CEREMA. Donc il va plutôt nous présenter le volet technique, expertise. On va débuter avec lui dans quelques minutes via une cartographie, une projection à horizon 100 ans, je crois, de mémoire, qui montre un petit peu ce que pourrait donner à l'avenir le recul du trait de côte. En face de Sébastien Miossec, maire de Riec-sur-Bellon. Vous êtes président de Quimperlé Communauté. Bienvenue, monsieur le président. Et deux élus ultramarins en la personne de Madi Souf, maire de Pamandzi, président de l'Association des maires de Mayotte. Soyez le bienvenu également. Et en conclusion, le maire de Koumak, en Nouvelle-Calédonie, monsieur Wilfried Weiss. Soyez le bienvenu également à cette table ronde forum. Pour commencer, peut-être, alors, je m'adresse pour commencer à nos coprésidents. Pourquoi avoir choisi aujourd'hui cette thématique du recul du trait de côte, en quelques mots? Alors, bonjour à tous. On a choisi ce sujet parce que moi qui suis maire depuis 25 ans, j'ai beaucoup travaillé sur la loi littorale pendant des années et des années. Aujourd'hui, on a ce sujet de trait de côte qui arrive parce qu'il y a une proposition de loi qui est en cours, qui a été arrêtée de la dissolution, mais qui va reprendre. Et puis, on a voulu aussi, depuis l'année dernière, au sein du Congrès des maires de France, mettre toujours un point sur la mer, sur les questions littorales. On l'a fait l'année dernière. Pour ceux qui étaient, on avait une salle de 30 places. Aujourd'hui, vous voyez, on est sur une salle beaucoup plus grande et qui est encore pleine. Ça montre que la mer a toute sa place dans le Congrès des maires de France, parce qu'on a des spécificités, des particularités, des problèmes que d'autres communes n'ont pas sur le littoral. Et on va voir ces questions littorales, le recul du trait de côte, le ZAN, les questions financières, sont des questions qui préoccupent beaucoup les élus parce qu'on a peur de se retrouver tout seul. Moi, la mission que David Lisnard m'a donnée, c'est de dire que
quoi qu'il arrive, ça ne sera pas encore aux communes et aux intercommunalités d'être seules face à ce problème, de le gérer juridiquement, au niveau assurance, au niveau financier, et on a tous ces sujets. Et mon ami Yannick Moreau, qui est à côté de moi ici, on a été cité en exemple ce matin, tu n'étais pas là, mais je le dis, puisque lors du petit déjeuner des présidents départementaux d'AMF, ce matin, avec le président Lisnard, on a cité des fois des relations compliquées entre différentes associations d'élus. Et un exemple a été cité comme un bon exemple, c'est le travail que mène la commission électorale de l'AMF avec l'ANEL, puisqu'on se voit régulièrement, on a l'habitude de travailler ensemble, et donc on co-organise ce sujet qui préoccupe les élus locaux. Merci. Le bon exemple, donc, l'ANEL. Monsieur Yannick Moreau, pourquoi avoir choisi cette thématique qui, j'imagine, vous tient particulièrement à cœur du côté de votre association? Parce que d'abord, c'est le cœur de notre association. Hein, et moi, je remercie Dominique et David Lisnard d'avoir permis ce temps d'échange ici sur le Congrès des maires. C'est une ampleur nouvelle qui est donnée à cette thématique, qui est vraiment nécessaire. Il y a une actualité particulière, le changement climatique, toutes les communes de France le vivent, mais sur les communes littorales, on est quand même globalement plutôt en première ligne. Et je dis ça devant mes amis ultramarins, qui sont nombreux aujourd'hui, de Mayotte et de partout, et de Nouvelle-Calédonie. Et chez eux, parfois, il y a même une acuité encore plus importante et plus impressionnante pour nous. Madi Souf va peut-être en parler tout à l'heure. Donc, moi, je suis très heureux qu'il y ait cet espace d'échange à un moment particulier où les libertés locales, parce que les financements locaux sont menacés, et donc notre capacité à nous, les maires du littoral, quelle que soit notre façade, méditerranéenne, atlantique, manche, ultramarine, corse, est mise en question sur notre capacité à protéger notre population et à adapter nos territoires au changement climatique. Donc c'est plus nécessaire que jamais de porter un discours commun et d'essayer d'esquisser des solutions d'avenir et d'esquisser des financements d'avenir, parce que, évidemment, les populations littorales, il y a 8 millions de Français qui vivent sur le littoral, ne sont pas les seuls responsables du changement climatique, et ça n'est pas à elles seules d'assumer le coût de l'adaptation de nos territoires, à Plougastel, comme à Bidart, comme à Mayotte, comme au Sable d'Olonne, seules, sans solidarité nationale. Et donc, c'est ça l'enjeu, et c'est le bon moment pour porter cette voie-là et la porter ensemble dans un partenariat étroit, serein, confiant entre l'AMF, association généraliste mais très impliquée sur les sujets, et l'ANEL, dont c'est le cœur de métier depuis 48 ans, à la suite d'Antoine Ruffnac. Merci, Monsieur le Président. Je vous laisse le micro. Je vous laisse le passer à Monsieur Alzuri. Pourquoi ce sujet, effectivement, aujourd'hui, du recul du trait de côte? Alors moi, je suis issu d'un territoire, la Côte Basque, donc, qui est particulièrement soumise à ce phénomène de recul, sur ma commune, Bidart d'abord, évidemment, mais aussi, puisque j'en ai la responsabilité, pour l'ensemble du linéaire côtier de la Côte Basque, de Bayonne à Hendaye. C'est que 35 km, mais 35 km quand même, de côtes rocheuses, parce qu'il y a des côtes, il y a d'autres formes de côtes. Et ce sujet, évidemment, on le regarde, on le travaille, on le percevait depuis longtemps. Il nous semble qu'il a pris une dimension supérieure depuis quelques années. On a daté ça, nous, des grandes tempêtes de 2013 qui ont vraiment, on le pense, changé complètement le phénomène et qui l'ont très, très fortement accéléré, en particulier s'agissant de ce qui se passe sur les têtes de falaises qui aujourd'hui, à certains endroits, on dirait qu'elles ont été bombardées dans les espaces naturels, alors même que c'est juste l'évolution naturelle des choses qui fait que voilà, une accélération du phénomène et une acuité permanente, puisque le territoire de la Côte Basque que vous connaissez, il est assez urbanisé, donc il y a des impacts immédiats, directs, au plus près du trait. Et donc c'est un sujet pour nous qui est devenu un sujet quotidien sur lequel on est engagé, parfois à défendre, parfois à laisser faire, on y reviendra, mais avec voilà, une obligation de résultat à court terme. Alors, phénomène naturel, disiez-vous, mais surtout accélération du phénomène également. Sur ce point précisément, en fait, qu'en est-il réellement de cette menace pour l'avenir? Est-ce qu'on pourrait se projeter un petit peu sur une carte, par exemple? Alors, le CEREMA a élaboré plusieurs scénarios par rapport à cette problématique, je crois à différentes étapes temporelles. Sébastien Dupré, vous êtes donc directeur en charge des risques au maire au CEREMA. Est-ce que vous pourriez nous resituer un petit peu le contexte et nous présenter peut-être sous forme de cartographie justement quelques éléments prospectifs par rapport à ce sujet?
Oui, bien sûr. Je voulais d'abord remercier les coprésidents d'avoir invité le CEREMA à témoigner ici. Ça fait vraiment beaucoup de sens, puisque vous le savez, le CEREMA est aujourd'hui à la fois un établissement de l'État et des collectivités. On est vraiment ravis, aux côtés des collectivités, de les accompagner à relever les défis que vous avez cités. Alors, il y a une petite diapo que vous pourriez présenter. Vous l'avez dit tout à l'heure, et vous le savez, vous tous qui êtes rassemblés ici, le trait de côte, c'est une réalité déjà depuis un certain temps quand même pour les collectivités, il faut se le dire. On a élaboré au CEREMA qu'il y a à peu près 20% des côtes françaises qui sont soumises à une érosion. Voilà, c'est un chiffre important. 20%, c'est à peu près 900 km de nos côtes de l'Hexagone et des Outre-mer qui sont exposés au recul du trait de côte. Et ça touche tous les littoraux de l'Hexagone, de l'Outre-mer, les littoraux avec des falaises, les littoraux avec des côtes basses, les littoraux sableux, les littoraux rocheux. Donc il y a évidemment une dimension extrêmement territoriale en fait, de l'expression concrète de ce recul du trait de côte dans vos territoires. On le sait aussi, ce recul qui est un phénomène naturel, il est parfois aggravé par l'action de l'homme, notamment le déficit par exemple de sédiments qui devenaient autrefois de cours d'eau et qui réalimentaient les plages par exemple, et parfois un problème. Et puis on a aussi une action qui a contribué sur un peu plus de 1200 km à figer le littoral, et donc qui aujourd'hui ne recule pas parce qu'on a 16 000 ouvrages le long du littoral de l'Hexagone et des Outre-mer qui est fixé d'une certaine façon et qui pourrait venir s'ajouter à ces 20% que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors, la question que vous posez sur l'avenir, elle est extrêmement pertinente. Le changement climatique a plusieurs effets. Moi, je voudrais juste insister là-dessus. On parle beaucoup de l'élévation du niveau de la mer. On sous-estime souvent l'impact très fort que va avoir le changement des régimes de tempêtes. Les tempêtes vont être plus fréquentes, elles vont être plus importantes. Et donc, l'érosion qu'on imagine parfois comme un phénomène progressif et doux qui grignote, voilà, pour ceux qui se souviennent de Xynthia 2010, moins 30 mètres de côte à certains endroits. Donc il y a vraiment un changement un peu du logiciel, si je peux le dire avec mes mots d'ingénieur, du fait du changement climatique. Voilà, du fait de l'effet des tempêtes. L'élévation du niveau de la mer est évidemment quelque chose d'extrêmement prégnant parce qu'il va conduire à accélérer encore le recul qu'on vit déjà, mais ça va s'accélérer. Le GIEC dit à partir de 2030, 2050, ça va s'accélérer encore plus. Et dernier point sur le changement climatique, on ne peut plus évidemment penser le recul du trait de côte de manière complètement déconnectée de l'élévation du niveau de la mer qui progressivement va coloniser, envahir potentiellement, si on ne fait rien, les zones basses. Alors pour revenir concrètement à votre question, effectivement, le CEREMA a conduit un certain nombre de travaux. Alors, je voulais indiquer, et je ne veux pas oublier de nom, donc je vérifie dans ma petite fiche, que ces travaux qu'a fait le CEREMA, il les a fait sous le pilotage du Comité national du trait de côte, avec un certain nombre de personnes que je vois qui ont pu suivre finalement la commande qui nous avait été passée et puis l'évolution de ces travaux au fur et à mesure, et avec un certain nombre d'établissements publics experts, le BRGM, ou aussi le réseau des observatoires du trait de côte que vous avez sur vos territoires et qui ont été associés à la méthode que le CEREMA a déployée. Alors vous l'avez dit, on a travaillé à 3 échéances. L'échéance de 2028, qui est demain, qui est une analyse qu'on a fait à dire d'experts des conséquences du recul du trait de côte demain. Voilà. On a travaillé à une deuxième échéance qui est une échéance de 2050, qui est une échéance qui est intéressante parce que on voit d'ores et déjà les conséquences du recul du trait de côte et on peut prendre des hypothèses assez fiables quant par exemple au maintien des ouvrages qui sont le long du trait de côte, ces 16 000 ouvrages dont je parlais. On n'imagine pas qu'à 2050, ces ouvrages ils aient disparu, qu'ils aient été largement endommagés et qu'on ne les ait pas reconstruits. Et à 2050, par exemple, on parle d'environ 5 000 logements qui sont touchés simplement par le recul du trait de côte et 1 500 locaux d'activité. Et ce qu'on a souhaité aussi faire, c'est aller jusqu'à une échéance qui est un peu plus lointaine, qui est l'échéance qu'on a convenue avec le Comité national du trait de côte, qui est celle de l'aménagement du territoire sur le long terme, qui est celle à 2100, qui est à la fois
à la fois un peu lointaine, mais celle sur laquelle il faut se projeter, parce que l'adaptation des territoires va prendre du temps, un temps technique, mais un temps aussi pour prendre les décisions et mettre en place des projets qui vont prendre du temps. Alors, cette échéance à 2100, on l'a travaillé sur un scénario qu'on a choisi, qui est le scénario de l'inaction. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien ? Alors, je pense qu'on discutera de ce qu'il faut faire et de combien ça coûte, mais c'est quand même une hypothèse extrêmement importante pour dimensionner. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire si on ne relocalise pas les biens qui peuvent l'être, là où c'est possible, si on cesse d'entretenir notre patrimoine d'infrastructures qui, aujourd'hui, nous protège et a été construit pour ça par le passé, et bon, voilà, on a dénombré les enjeux. Alors, vous le voyez sur cette carte, la carte qui est la carte en bleu, on a décompté le nombre de logements. Et on a évalué qu'à cette échéance, avec les hypothèses que je viens de vous donner, ce serait 450 000 logements qui seraient touchés par le recul du trait de côte ou par le fait que la mer va monter d'1 mètre, enfin en tout cas dans les hypothèses qu'on a prises avec le Comité national du trait de côte, et que ces deux effets se combinent. 450 000 logements, la valeur vénale de ces biens au prix du marché, je parle de notre discussion de ce midi, au prix du marché d'aujourd'hui, c'est 85 milliards d'euros. Voilà. Vous allez me dire, les territoires littoraux, c'est aussi des territoires économiquement dynamiques. Donc on a aussi décompté le nombre de locaux d'activité, 55 000. Et le nombre, je voudrais insister sur peut-être ces 2 derniers chiffres, le nombre d'équipements publics, puisqu'on aurait environ 10 000 bâtiments publics ou équipements publics, 300 stations d'épuration par exemple, qui seraient touchés, et 1800 km de réseaux structurants routiers. Alors qu'est-ce qu'ils disent ces chiffres ? Ils disent plusieurs choses. Ils disent d'abord, comme vous le voyez sur la carte, que les littoraux de l'Hexagone et des métropoles de l'Hexagone et des Outre-mer sont touchés. Ils sont touchés, tous touchés. Le fait qu'on ait des équipements publics, un nombre important par exemple de réseaux routiers qui soient touchés, c'est que ce n'est pas simplement la question de comment on gère la première ligne de bâtiments. On voit bien qu'à cette échéance-là, c'est une vraie question d'aménagement du territoire et que ça va toucher le territoire dans son fonctionnement, dans son quotidien, pour les habitants, pour les entreprises. Et peut-être pour essayer de terminer, en tout cas c'est vraiment le choix qu'on a fait. Il y a un enjeu de trouver des solutions, de définir des stratégies. Je pourrais le développer, mais je pense que ce n'est pas ma place ici aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a un enjeu de communiquer sur ces chiffres pour inciter à l'action. L'action, elle est vraiment importante, sans attendre. Et donc, tout ce que je vous ai présenté là, en quelques minutes est disponible complètement pour vous. On sera vraiment ravis de vous le présenter en détail sur une plateforme qui s'appelle Géolittoral. Donc voilà, ce que je vous présente ici en quelques diapos, ça fait quelques centaines de pages dans le détail, avec des supports cartographiques. Et voilà, si vous voulez regarder sans attendre, il y a un petit QR code en haut qui vous permet de regarder l'intégralité des études. Et on est à votre disposition pour les présenter plus en détail. Merci Monsieur Dupré. Alors effectivement, des représentations qui peuvent faire frémir, des chiffres aussi, 16 000 ouvrages, 10 000 équipements publics, disiez-vous, en évoquant la question des logements. 450 000 logements, j'ai noté, c'est ça, des locaux, bon, ça c'est sur le plan national. Maintenant, si on s'intéresse finalement au quotidien des élus présents, par exemple, mettons du côté de Bidart, Emmanuel Azuri, comment est-ce que vous, concrètement, vous mesurez dans votre commune le recul du trait de côte et quel type de mesures mettez-vous en place par rapport à ce phénomène ? Alors, dans les zones très fragiles, celles qui sont très visibles, on a des instruments de mesure. On a des piézomètres, on fiche des sortes de pieux dans le sol pour regarder l'évolution de la falaise, par exemple. Mais plus globalement, sur le territoire de la commune de Bidart, comme celui de tout linéaire côtier du Pays Basque, on a une stratégie de gestion des risques littoraux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit, bon voilà, sur ce trait de côte, où est-ce qu'on va se préoccuper de le défendre, où est-ce qu'on va le laisser reculer, ou est-ce qu'on va essayer de le défendre de manière dure, ou le laisser reculer, ou essayer de le défendre avec des solutions fondées sur la nature. Donc ça nous a permis, cette cartographie étant faite, en fait c'est juste un trait, il est plein, il est vide, ou c'est des pointillés, et ça fait les trois grandes catégories que je viens de dire, on ne défend pas, ou on défend avec des solutions fondées sur la nature. Et puis à partir de là, sur les zones qu'on a décidé de défendre, c'est celles qui sont souvent les plus menacées, mais qui ont un enjeu immédiat à l'arrière qu'on considère être d'intérêt public, parce qu'il y a des intérêts privés aussi que souvent on a dû faire le choix et on a de ne pas défendre.
Et puis, après, au quotidien, on a nos instruments de mesure et on lance des grandes opérations d'investissement. On a là des opérations en cours, des opérations qui sont souvent pluriannuelles, parce que sur le littoral, on ne peut pas travailler plus de 6 mois par an, on va dire, puisque quand la saison arrive, il faut libérer les lieux pour les activités estivales. Donc, c'est des opérations au long cours. Je rebondis sur ce qui était dit tout à l'heure sur les financements. On y reviendra sûrement tout à l'heure, mais avec les inquiétudes qui vont avec, puisque les opérations se montent par phase et chaque phase nécessite un plan de financement particulier, puisqu'il n'y a en général pas de plan global pluriannuel qui puisse être décidé. Donc, beaucoup de pression sur les élus pour arriver à financer les opérations et un suivi au quotidien sur le bord de mer, souvent avec de l'instrumentation qui nous permet de ne pas se contenter de ce que l'œil peut déceler. Merci, monsieur le maire. Sébastien Miossec, du côté du Finistère, la vision concrète finalement de ce phénomène du recul du trait de côte, ça signifie quoi? Bonjour à toutes et tous. Merci de me donner la parole sur un sujet qui est peut-être moins criant que chez le collègue de Bidart, dans le Pays Basque. Donc moi, je suis maire d'une commune qui s'appelle Riec-sur-Bellon, commune littorale, et président de l'agglo de Quimperlé. Donc on est trois communes littorales sur ce territoire. Le littoral de l'agglo, c'est une quinzaine de kilomètres, mais en fait, c'est un territoire, pour ceux qui connaissent la Bretagne, fait de ria, d'Aber, d'estuaires. Donc c'est en fait 80 kilomètres à peu près. Je n'ai pas été avec mon mètre ruban pour mesurer au millimètre, mais c'est en fait beaucoup d'estuaires, beaucoup de remontées de la mer qui remonte à l'intérieur du territoire. Une côte granitique, donc peut-être moins fragile que ça peut l'être en Pays Basque, mais beaucoup de petites infrastructures portuaires qui sont liées à l'histoire maritime de notre région. Et c'est pour moi le premier témoignage, le premier indicateur de cette question-là, à la fois du montée du niveau de la mer et puis du fait que notre côte est fragile, et notamment avec des infrastructures qui sont de plus en plus fragiles. Sur ma commune, là, on est en train de démolir un quai pour le remonter parce qu'il a subi les affres du temps, et c'est un petit 1 million d'euros pour un port de 300 mouillages. Donc ça donne des échelles en termes on parlait d'équipements publics, de stations d'épuration et autres. Là, on parle d'infrastructures publiques aussi gérées sur ces ports. L'autre aspect, et qui est plus commun à toute la côte française, c'est la Bretagne est très attractive, notre littoral est très attractif, et donc avec aussi du logement qui est de façon assez hétérogène réparti sur nos territoires. Quand on est à Plougastel chez Dominique ou à Riec-sur-Bellon, c'est pas tout à fait pareil que sur la côte, d'autres côtes bretonnes. Je pense au Morbihan par exemple, avec des configurations physiques assez différentes. Donc le fait que le trait de côte recule physiquement, comme l'a dit le collègue de Bidart, est pas vécu comme ça chez moi, je le dis. Mais pour autant, on voit quand même une vraie évolution qui est aussi liée au changement climatique, aux tempêtes de plus en plus violentes. La tempête Kiran l'année dernière a été un témoignage de ce qui sont nouvelles de plus en plus. Je suis maire depuis 16 ans et on commence à voir maintenant à l'échelle de presque tous les mandats des événements climatiques qui rendent les choses difficiles. Mais je voudrais ajouter, et c'est un des éléments d'alerte mais de proposition, ça a été dit par plusieurs, c'est que on a vraiment une diversité de situations, et donc il faut trouver des outils, des stratégies qui sont vraiment adaptées au territoire. Donc si la loi peut dire sûrement plein de choses, on a vraiment besoin de souplesse et de confiance dans les territoires. Et à la fois aussi se dire que c'est notre rôle, nous, collectivités locales, de prendre en main ces sujets. Donc là aussi, je m'appuie sur ce que vient de dire mon collègue de Bidart, c'est qu'à nous de construire des stratégies qui sont les plus à même de répondre aux problématiques qui sont celles qu'on croise, qu'on connaît chez nous, en le faisant à l'échelle de nos communes, en le faisant à l'échelle aussi à d'autres échelles. On parlera sûrement de planification dans l'après-midi, mais l'échelle intercommunale est aussi un endroit où on peut réfléchir en termes de stratégie et d'ingénierie. Puis la question des moyens, mais je crois que c'est aussi une autre question qu'on va voir tout à l'heure. On abordera la question des moyens. Du côté de l'ANEL, peut-être par rapport aux visions remontées de terrain que vous avez sur les solutions mises en place par les communes. Il y a des grandes tendances En fait, il y a beaucoup d'innovations partout, en fonction des réalités locales qui sont très différentes selon les communes, et même selon certaines parties de la côte d'une même commune. Il y a des communes qui ont à la fois
un cordon dunaire, des falaises granitiques et puis des infrastructures de ce qu'on appelait avant, sous l'empire de la DDE, des ouvrages de défense contre la mer. C'est plus comme ça qu'on parle maintenant. Mais ça existe. Ça existe et ça protège un certain nombre de nos villes et de vie sur le littoral. Il y a des innovations un peu partout. Parfois, c'est souvent géré à l'échelle intercommunale, voire en Nouvelle-Aquitaine à l'échelle d'un GIP régional. C'est plutôt malin. Il y a des observations par drone au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, par exemple. Il y a plein de façons de faire attention pour essayer d'objectiver ce qu'est le recul du trait de côte sur une île qui peut s'enfoncer ou sur un littoral métropolitain. Voilà. En fait, il y a à la fois besoin, c'est d'ailleurs ce qui est passionnant dans nos missions d'élus, à toutes et à tous, à la fois besoin de conjuguer le temps présent et donc l'anticipation maintenant de phénomènes qui vont être accrus plus tard, et donc de conjuguer ces deux temps, et à la fois besoin de conjuguer aussi des stratégies locales à l'échelle des bassins et à l'échelle de nos littoraux, et une stratégie nationale qui est encore en devenir, puisque le Comité national du trait de côte n'a pas encore accouché d'une stratégie nationale. On y travaille toutes et tous, mais on n'y est pas encore, ni sur les financements, ni sur la stratégie. Et nous, les élus, on a besoin de lisibilité pour savoir ce qu'on aura le droit de faire, ce qu'on n'aura pas le droit de faire, ce qu'on sera encouragé à faire ou ce qu'on sera découragé à faire. Et donc, l'encre n'est pas sèche parce que l'écriture n'est pas terminée de la feuille de route de la stratégie. Et c'est ce qu'on essaye de construire avec l'AMF, avec l'ANEL, auprès des pouvoirs publics, dans le Comité national du trait de côte, qui est le bon endroit pour le faire. Simplement, vous aurez observé avec nous qu'il n'y a pas une très grande stabilité gouvernementale depuis quelques années sur ces sujets-là. On a changé plusieurs fois de ministre et pas tout à fait de haute administration, mais globalement, ça n'aide pas à prendre les décisions et à fixer des caps communs. Donc on travaille, on ne se lasse pas, on ne se résigne pas, on reste mobilisé, mais on n'accouche pas. Et il va falloir accoucher et d'une stratégie, c'est-à-dire d'un cadre juridique et d'un cadre financier, parce qu'évidemment c'est le nerf de la guerre et on ne peut pas être seul face à ces enjeux. Alors on va le voir effectivement. Monica, peut-être. Oui, juste pour compléter, effectivement, on a deux phases, le national et le local. Le local, il est ici. Et la salle est pleine et c'est un signe. Le national, effectivement, aujourd'hui, on a du mal à être audible et à être entendu parce que, voilà, on le voit, le Premier ministre sera là demain, je ne suis pas sûr qu'il parle du trait de côte. Parce qu'il y a tellement de sujets d'actualité à régler. Peut-être qu'il m'écoute et il pourra en parler en tout cas. Mais effectivement, on a le sujet national, l'instabilité qui n'est pas favorable à ces sujets. Mais on est sur le long terme. Le CRM maladie, on a du 5 ans, on a du 2050, on a du 2100. Donc de toute façon, ce sujet, il est là, il va nous rattraper. Les premiers concernés sont les élus locaux. Et on a une évolution quand même qui est importante, qui est forte. C'est que dans nos territoires, où aujourd'hui, je pense, les maires sont conscients du sujet. On travaille sur nos documents d'urbanisme. Et dans les nouveaux, alors on a l'existant qui nous pose des soucis, et on va en parler, mais sur le futur, on intègre de plus en plus aujourd'hui, dans les SCOT, dans les PLUI, dans les discussions à l'échelle intercommunale et des communes, les maires littoraux aujourd'hui sont conscients du problème, sont conscients des difficultés qu'ils ont, et dans les nouveaux documents d'urbanisme, même si ce n'est pas simple avec les réglementations lausanne qui arrivent, mais on intègre aujourd'hui cette problématique du trait de côte, du réchauffement climatique et de l'évolution du littoral. Donc nous, on est conscients, à nous de faire remonter via le Comité national du littoral et Sophie Padonac et toute l'équipe qui travaille, où nous sommes présents, et l'AMF et l'ANEL, de manière ensuite à avoir ces stratégies nationales qui soient déclinables sur nos territoires. On va parler planification dans un moment. On le voit sur la carte qui a été réalisée par le CEREMA, finalement, l'outre-mer n'est pas du tout épargné par le phénomène. Donc on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous 2 élus ultramarins. Madi Madilsou, vous êtes président de l'Association des maires de Mayotte. Tout à l'heure, on évoquait la question des îles qui s'enfoncent. J'ai retenu le terme. Comment ça se concrétise chez vous, ce phénomène du recul du trait de côte qui communément chez nous est appelé comme tel? Merci beaucoup. Tout d'abord, Mayotte, c'est quoi? C'est une île, ou plutôt 2 îles,
la Grande Terre et la Petite Terre, de 374 km² avec une densité de population de 310 000 habitants, source INSEE 2017, et avec une immigration clandestine que vous connaissez ou que nous connaissons tous. Et je voulais aussi profiter de l'occasion pour saluer le président de l'ANEL, mon cher Yannick, de son engagement à travers les congrès annuels qui sont délocalisés d'un département à l'autre, dont cette année se déroule en Guadeloupe. Donc, pour revenir à votre question, certes, c'est vrai, depuis 2018, à Mayotte, il y a un nouveau phénomène qui s'est montré, c'est le volcan qui est sous-marin à 50 km de côte, surtout à 50 km de ma propre commune en Petite Terre. Et ce phénomène s'est accentué surtout ces temps-ci avec la remontée des eaux, mais vous l'avez souligné tout à l'heure avec cet enfoncement de l'île. Tout à l'heure au déjeuner, j'avais dit qu'en 100 ans, il y a eu un enfoncement de 7 cm. Et depuis le phénomène volcan, en 2 ans, on a fait autant que 100 ans. Cela présage quoi? Cela présage que si ça ne se stabilise pas, on va vers la catastrophe. Pourquoi? Parce que Mayotte, c'est aussi 17 communes. 17 communes, dont une commune simplement qui n'est pas au bord du littoral. Et toutes ces populations sont au niveau des côtes. Qu'est-ce qu'on va faire d'ici 10, 20, 30, voire 50 ans? Donc ce phénomène, je l'ai aussi tout à l'heure, on avait un phénomène qu'on appelle l'équinoxe. À Mayotte, l'équinoxe c'était mois de mars et août. À l'heure que je vous parle, tout le mois, on a l'équinoxe. On a démonté des eaux, notamment au niveau de l'aéroport. Il y a 2 mois, à 2 reprises, on a empêché, c'est-à-dire l'eau a empêché l'atterrissage des avions venant de la métropole. Et ces avions, comme vous le savez, ils ont utilisé tout le carburant. Et s'il n'y avait pas Madagascar ou La Réunion à côté, ils ne peuvent pas aller atterrir à côté. Vous voyez le danger que c'est. Et il y a un autre phénomène, ça fait depuis 2004, où nous avons parlé surtout du côté de la Petite Terre, une piste longue. Et cette piste devait être en convergence, c'est-à-dire quoi? L'enrochement de la côte, surtout du côté de la Petite Terre. Et depuis 2 mois, on a mis en cause cette réalisation de la piste longue qui, pour nous, surtout habitants de la Petite Terre, avec l'enrochement, ça pourrait aussi atténuer ce phénomène de montée des eaux. Donc, moi, je suis inquiet, ou les Mahorais sont inquiets concernant ce phénomène de montée des eaux, surtout que je dis tout à l'heure, toutes les communes de Mayotte, les 16, sont au niveau des côtes, et c'est 90% de la population qui sont autour de ce littoral. Donc, moi, je crois que je viens d'un congrès en Guadeloupe, la CEDOM, surtout au niveau de la commune de Moule. Nous avions vu un enrochement de kilomètres. Moi, je crois que c'est une solution qu'on pourrait apporter aux Mahorais pour qu'on puisse, l'État puisse nous aider à préserver notre littoral. Concrètement, c'est-à-dire en fait, les installations sont reculées? Tout à fait, parce que j'ai dit tout à l'heure, il y a 20 ans, depuis toujours, c'était 374 km², mais à l'époque, au jour que je vous le dis, on ne sait pas combien il en reste, peut-être 350 km². Voilà, parce qu'à cause du retrait de côte. Parce que tout le temps, l'île est rongée par cette érosion
et notamment au niveau de la Petite Terre. Je parle toujours de ma commune que je connais très bien. Il y a une usine de dessalement qui est à côté, qui était à 20 mètres de l'eau. Maintenant, il y a des blocs de terre ou de falaises qui tombent tous les jours. Tous les jours. Il y a un lycée à côté de 3 000, de 5 000 gamins qui est en cause. Oui, donc des conséquences très, très tangibles sur le quotidien finalement de chacun. Ça prend différentes formes. Tout à l'heure, on évoquait la chute de chemins côtiers, des choses comme ça. Du côté de la Nouvelle-Calédonie, Wilfried Weil, vous êtes maire de Koumak. Comment ça se matérialise, ce phénomène chez vous? D'abord, bonjour à tous et à toutes. Comment ça se matérialise? C'est Oui. compliqué chez nous aussi. Oui, j'imagine. Voilà, donc si vous voyez la carte du CRMA, la Nouvelle-Calédonie n'est pas dessus. Elle a été oubliée. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que en 2011, les maires avaient déjà saisi le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour justement faire des relevés bathymétriques. Et ces relevés bathymétriques devaient être faits en 2021. Et en 2021, eh ben, on a arrêté le programme. Donc ça veut dire qu'on n'a pas pu solliciter le CRMA. Pourtant, j'avais pris contact avec eux déjà plusieurs fois pour faire. La Nouvelle-Calédonie, c'est 18 500 km² et c'est 5 000 km de côte. Et il y a 72% qui est impacté par ces phénomènes. Ça veut dire plus de 3 500 km qui sont impactés. Aujourd'hui, avec l'impact du changement climatique, on va être obligé de déplacer des populations. On a des îlots, des petits îlots qui vont disparaître. Et on a une grande île, celle d'Ouvéa, qui est en train de s'enfoncer. Donc ça veut dire que c'est vraiment un problème qui est grave chez nous. Et la difficulté, c'est que c'est de la compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on a saisi en 2022, les maires de Nouvelle-Calédonie ont saisi la ministre de l'époque, le ministre de la mer, etc. Nous n'avons jamais eu de réponse. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu de réponse. Donc, on va reprendre notre bâton de pèlerin et on va retourner. Mais on est quand même très inquiet. On est très inquiet par ces phénomènes parce que, vous l'avez dit, tout le monde l'a remarqué, avec ces changements climatiques, on a les cyclones chez nous parce que chez nous, c'est des cyclones qu'on a chaque année. Il y a des cyclones de plus en plus fréquents, mais aussi de plus en plus forts, et qui font des dégâts énormes au niveau des plages, au niveau des îlots, etc. Donc c'est une catastrophe. Vous savez, on essaie de faire du tourisme, mais c'est compliqué aussi quand on a ces effets-là sur les côtes. Donc voilà un petit peu ce qu'on espère, nous, assez rapidement quand même, c'est faire ce référentiel, avec le procédé IDAR, les relevés bathymétriques, et ensuite pouvoir vous solliciter le CRMA pour nous aider à mettre en place donc, quelque chose, une cartographie, et aussi ensuite aller chercher les financements. Parce que faire un référentiel, etc., c'est une chose, mais après, il y a les financements. Alors, je suis un petit peu inquiet quand j'entends que vous, en France, vous n'êtes pas entendu. Alors, moi, je me dis, moi, à 22 000 km, là-bas, je ne suis pas prêt d'être entendu, quoi. Voilà, c'est simplement la petite touche. L'AMF porte toutes les voix d'ultramarins comme... Tout à fait, et c'est pour ça qu'on a remercié, et on remerciera encore demain le président de l'AMF, parce que c'est vrai qu'il nous a bien aidés par rapport à la situation de crise que nous traversons aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on sait qu'on peut compter sur l'AMF, mais ça serait bien aussi qu'on puisse avoir des partenariats ou des réflexions avec les communes de France qui sont aussi touchées par ces phénomènes. Voilà, merci. Merci, monsieur le maire. Oui, votre... Oui, je voulais juste aussi dire un petit mot concernant, vous savez, les Outre-mer sont frappés par ce qu'on appelle les 50 pas géométriques. Absolument, oui. Ces 50 pas géométriques sont la compétence de l'État. Je rappelle, c'est un petit peu comme les 100 mètres chez nous de protection du littoral. Voilà, tout à fait. Et
toutes les communes de Mayotte, comme je l'ai dit, où les villages ou les villes sont à côté des centres géométriques. Or, ces villages sont en danger. Et l'État ne fait rien pour Mayotte. Sincèrement, mes chers collègues, mesdames et messieurs, l'État ne fait rien pour empêcher ces montées des eaux, ne serait-ce que l'enrochement ou monter des digues, rien que pour préserver sa surface qui lui appartient. Merci, monsieur le maire. Alors, je vous le disais en introduction, on est sur un espace d'échange aussi. En un petit peu de temps, je vous propose par exemple d'accueillir des témoignages de la salle, peut-être. Si parmi vous, oui, un micro doit circuler, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Bonjour à tous, je suis Morad Aïtabouche. Je fais une collection qui s'appelle Sale temps pour la planète sur France 5. J'ai été à Bidart, je reconnais quelques maires. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Moi qui ai parcouru plus de 100 pays pour raconter le réchauffement planétaire et ses effets. Vous parlez des Comores tout à l'heure. Le danger, on le sait, c'est les bidonvilles qui sont au bord de mer. J'ai fait un film il y a 15 jours sur la Guadeloupe. Le CEREMA le sait. C'est 11 000 à peu près habitations en France et dans l'outre-mer. La question aujourd'hui, ce n'est pas l'enrochement, ce n'est pas une solution. Déjà au XVIIe siècle, on disait que c'était les digues, etc. Il fallait les entretenir et que ce n'était pas une solution pérenne. J'ai un peu peur parfois qu'on vous emmène vers des pistes qui ne sont pas les bonnes. J'ai vraiment le sentiment, pour avoir rencontré énormément de gens, pas seulement en France, mais dans le monde, qu'aujourd'hui, il faut prendre un peu le taureau par les cornes et que le diagnostic qui doit être fait, si on prend l'exemple de Guadeloupe, Petit-Bourg, la commune de Petit-Bourg, ils se sont pris en charge. Et ils ont réussi à trouver, grâce à deux financements, pour la résorption des habitats insalubres, mais aussi le risque, puisque les maisons sont sur les falaises, et aujourd'hui les falaises sont en train d'être rognées. Ils ont réussi justement à déplacer les populations dans des lotissements entièrement neufs, avec vraiment des choses qui sont intéressantes. Il faut être originaux. Pardon de le dire comme ça, mais j'ai un peu l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes. Et qu'il faut vraiment trouver, non pas forcément toujours avec l'État, mais vous avez, vous, vraiment des possibilités, des opportunités. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, parce que je rencontre énormément de maires et je vois votre désarroi, mais je pense qu'il faut aussi chercher des solutions en interne, quoi. Merci beaucoup. On va évoquer le volet solutions attendez, aussi. Je veux répondre. Je vous en prie, bien sûr, monsieur le Je président. veux répondre parce que je ne voudrais pas laisser penser. Il ne faut pas caricaturer. Non, mais il ne faut pas caricaturer. Les maires qui sont dans cette salle sont des élus responsables. Et donc, leur premier devoir, c'est de protéger leur population. Premier devoir, responsabilité, y compris pénale, que vous n'avez pas, vous, en tant que journaliste, mais que nous portons. Et donc, nos responsabilités, nous les assumons. Simplement, nous les assumons dans un contexte juridique qui n'est pas fixé, premièrement, et en essayant d'anticiper l'avenir et de prédire l'avenir, ce que l'État lui-même ne sait pas faire. Le CEREMA produit des cartes à 2050, à 2100, mais il appartient à chacun d'entre nous d'essayer d'évaluer les risques à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 100 ans. On ne dit pas, vous ne voudrez pas qu'il y ait de malentendus là-dessus, on ne dit pas qu'il faut construire des remparts pour protéger nos communes contre la mer. C'est pas ça. C'est pas ça ce qu'on dit. On dit qu'on doit s'adapter et que parfois ça suppose de reculer, parfois ça suppose de se décaler, parfois ça suppose de se protéger. Parfois, selon les cas. Et il faut à la fois un cadre national qui donne des règles et des financements, et à la fois laisser faire un peu confiance, c'est un truc qu'on a du mal à faire dans notre pays, faire un peu confiance aux maires et aux élus locaux pour prendre les bonnes décisions responsables sur l'adaptation de leur littoral. Il y a des villages, vous l'avez dit en Guadeloupe, mais on peut parler de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui vont être complètement déménagés, vous connaissez l'histoire. Et parfois c'est souhaitable et c'est pertinent, et parfois, pardon, mais à Biarritz par exemple, ça n'est ni possible ni pertinent, à côté de Bidart. Parce que la ville, elle est au-dessus de la falaise, et si la falaise tombe, la ville tombe avec. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On la laisse tomber? On va tous déménager en Corrèze et dans le Cantal? Ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est effectivement d'avoir à la fois un cadre national et à la fois de faire du sur-mesure, de la dentelle chez nous. Mais nous, on refuse l'idée, que les choses soient claires, de ne pas préparer un avenir possible sur les littoraux, en s'adaptant, en tenant compte de nos moyens, de nos possibilités, etc.,
Mais l'idée quand même, enfin l'humanité, le trait de côte a évolué depuis des milliers d'années, il évoluera encore. La mer monte certes. J'ai entendu tout à l'heure, mais je voulais juste faire une précision, après je me tais, promis. J'ai entendu tout à l'heure dire faut faire attention aux événements météorologiques exceptionnels, etc. Les tempêtes qui viennent de plus en plus souvent, etc. En fait, le fond de sauce quand même, qui accélère les autres risques naturels et qui rend les tempêtes plus dangereuses et qui rend l'érosion plus rapide et qui rend les risques de submersion plus rapides, c'est quand même l'élévation globale du niveau de la mer. Et donc, on a quand même une responsabilité, nous, pour freiner le phénomène d'élévation du niveau de la mer, collectivement, je veux dire, collectivement. Isolément, on ne peut pas tout. Collectivement, on peut freiner. Donc, on a quand même une responsabilité pour freiner le phénomène globalement, et on a quand même une responsabilité, nous, pour essayer de protéger nos populations et créer un avenir durable et désirable sur le littoral. On ne va pas déserter le littoral, on va s'adapter comme nos ancêtres l'ont fait avant nous, mais on va le faire de manière intelligente et responsable. Merci Monsieur Moreau. Dans la salle, toujours une autre question. Oui, monsieur. Bonjour à tous. Je voudrais témoigner. Vous êtes de quelle commune? Je suis maire de Quiberville en Seine-Maritime. D'accord. Et je suis maire depuis plus de 30 ans. Et ma première décennie en tant que maire, j'ai souhaité résister un petit peu à la nature. J'ai dit, moi, je vais être jeune maire, je vais montrer à la nature que je sais faire. Deuxième décennie, j'ai plutôt subi. J'ai subi des inondations terrestres et j'ai revu le recul du trait de côte. Et puis la troisième décennie, j'ai anticipé. Et donc, je viens de relocaliser un camping qui se situait en bordure de mer et qui, bien sûr, était le poumon pour la commune, puisque économiquement, c'est le tourisme chez nous. C'est une petite commune de 550 habitants, avec 2000 habitants l'été, parce que c'est en zone littorale, à côté de Dieppe, Dieppe-Saint-Valery-en-Caux. Et donc, au début, j'étais de ceux qui voulaient résister, oui, je le dis bien. J'ai demandé au département de faire de l'enrochement, de créer des digues, de recharger en galets, parce que vous savez que nous, on a beaucoup de galets. On n'est pas au Somme d'Olonne, monsieur le maire. Et donc, on a des galets. Et donc, une fois que j'ai eu dit cela, en 2012, j'ai travaillé avec nos amis britanniques sur un projet LICO, le changement côtier. Et des gens m'ont ouvert un peu. J'ai pris conscience, grâce au conservateur du littoral, et également à Stéphane Costa, qui est un géographe que vous connaissez, qui a une renommée nationale, et puis au GIEC normand qui a été créé, mais au GIEC. Et là, je me suis dit, il faut que j'anticipe. Mais quand vous dites ça, vous n'avez pas tout fait, parce qu'il faut sensibiliser vos élus qui changent tous les 6 ans. Et j'ai eu, je le dis en anecdote, j'ai eu la chance de jamais avoir d'opposition brutale. Parce que si vous avez une malheureuse opposition, ils vous disent tes histoires, c'est bien gentil, mais on va tenir le trait de côte. Et puis... Mais comme je suis né dans mon village, j'ai vu aussi la falaise reculée de 60 mètres, et ça je peux le témoigner. Les Allemands sont passés par chez nous, ils avaient fait des routes en béton, et la route en béton aujourd'hui elle est dans le trou, alors qu'il y a 60 ans elle était à 60 mètres. Donc le recul du trait de côte. Et nous on a des falaises crayeuses, donc ils sont fragiles, hein, par le pied, par le haut. Et infiltration dans le calcaire, gel, et puis ça casse. Hein. Donc on n'a parfois rien pendant 5 ans, et puis tout d'un coup vous avez 15 mètres qui tombent. Hein. Donc tout cela est pris. Et donc on a relocalisé le camping et on vient de terminer l'opération. Et la deuxième opération, grâce aux échanges qu'on a fait avec nos amis britanniques, c'est qu'on a pu capter des fonds européens. Parce que tout à l'heure, vous parlerez des financements. Et aujourd'hui, en montage franco-français, on ne savait pas faire. Excusez-moi. Et donc, ça pose le problème, que vous allez évoquer sûrement tout à l'heure, du financement. Et donc, grâce à l'Europe, parce que parfois on critique l'Europe, j'ai pu capter 69% de subventions dans un projet LIFE, Interreg, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, et un contrat de territoire avec la région, parce que je suis conseiller régional, et le département qui m'ont suivi dans une opération assez, dite exemplaire, mais il n'y a rien d'exemplaire, hein, on n'est pas là pour... Simplement, on est en train de faire l'opération, c'est-à-dire qu'on fait, et la troisième opération, alors on a entre deux construit une station d'épuration en amont, parce qu'on avait un problème des qualités des eaux de baignade, qu'on a pu capter aussi des fonds européens. Et puis la troisième opération, c'est la reconnexion terre-mer. C'est-à-dire qu'on va ouvrir à la mer pour régler le problème des inondations terrestres, parce que c'était notre premier problème à résoudre. Mais le deuxième problème, c'est qu'il y a l'élévation, vous l'avez dit, Monsieur le Président, élévation du niveau de la mer. Moi, j'écoute les gens qui sont des techniciens. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans. On me dit 80 cm, 1 mètre, on ne sait pas bien où on va. Hein. Et donc, quand on prend tout ça en compte, on se dit, attendez, il faut mieux prévoir. On a mis 12 ans pour monter ce projet-là. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas se faire en claquant des doigts, puis en se disant, demain matin, je fais un nouveau camping à tel endroit. Alors, première chose, si vous voulez m'écouter, acquisition foncière, réserve foncière pour prévoir l'avenir. Parce que si vous n'avez pas de foncier, c'est même pas la peine de dire comment on va reculer.
Donc prévoir l'acquisition foncière, alors moi j'ai eu la chance, mais on est en pays cauchois. Les agriculteurs ils m'ont dit tu peux y aller mon père, mais tu vas payer. Enfin, c'est dans tous les pays ça c'est pas qu'en pays cauchois. Non, ça doit exister partout. Bon d'accord, non, je vous posais la question parce que je crois qu'avec chez moi. Et deuxième point, après, le nerf de la guerre, qui finance. Et quand vous montez un projet puis que vous arrivez difficilement à 50%, et configuration précise. J'étais dans une communauté de communes, 79 communes, une commune littorale, la mienne. 78 autres rétro-littorales me dit attends, t'es riche, toi, t'as une plage. Bon, t'as une plage. Vous savez ce que c'est que d'avoir une plage, hein? Bon, on va pas vous en parler. Donc, pas tout à fait intégration. Bon, donc, je l'ai fait tout seul, commune. Mais, problème, je l'ai dit et je le redis, il faut que l'État invente des prêts à taux zéro pour monter des dossiers comme ça, parce que les fonds européens, vous mettez 10 mois pour les percevoir, mais entendu, il faut payer les entreprises si vous voulez demander vos subventions. Et donc, quand on a 10 mois d'intérêt, ça m'a coûté à la commune 145 000 d'intérêt intercalaire. Un prêt à court terme que certains ne savent pas faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des banques, hein, mais heureusement que j'ai eu des banques locales qui m'ont dit on suit votre projet, il est intéressant, il est pertinent. Sinon, on savait faire du 40 ans, 60 ans, 80 ans, puis on venait me voir à la fin. Voulez-vous faire le delta? Je dis non, je vais être fidèle à mes deux partenaires qui ont partagé le risque, parce que quand vous avez un budget de 600 000 et que vous investissez dans 9 millions, on vous dit vous êtes un peu fou. Alors on dit parfois il est fou, alors il sera visionnaire. Enfin, on est tous comme ça quand on est maire. Soit il est fou, il fait, et puis sinon il sera peut-être visionnaire un jour quand on sera mort. Mais c'est pas grave. On dira il était visionnaire. Peut-être. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais acquisition foncière. PLU, modifier le PLU, parce que quand vous achetez des terres agricoles, il faut les passer. Et là, je dois dire que l'État, l'aide réelle, tous les services ont bien été autour de la table. On était 50 personnes autour d'un comité de pilotage où tout le monde a fait l'effort et en 4 ans et demi, on a sorti un PLU. Donc ça, c'est quand même un événement, parce qu'à des endroits, ça met 10 ans. Mais c'est du détail, parce que j'ai un peu d'expérience. Voilà, je voulais vous témoigner ça. Mais je suis assez... Alors, on est assez fiers, sauf que là, on est en train de faire le pont et la reconnexion. La mer va peut-être nous chahuter, on nous dira peut-être dans 6 mois, et ils étaient peut-être pas visionnaires. C'est tout. Merci voilà. pour ce témoignage, monsieur le maire. En tout cas, donc 2 contraintes à intégrer, la durée du mandat, effectivement, et la durée d'aboutissement des projets de façon concrète. Je vois des mains qui se lèvent encore derrière, du côté de la salle. 1, 2 micros, et monsieur, et derrière aussi, je ne vous oublie pas. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai un peu de pudeur de passer après les territoires ultramarins. Moi, je suis une petite île de la métropole. Donc Michel Parent, président de la communauté de communes de l'île d'Oléron. L'île d'Oléron, c'est 100 km de côte, c'est autant le département de la Gironde, sachant que la population est 20 fois moins nombreuse. On est bien sûr touché par la problématique de l'érosion, mais il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est celui de la submersion marine. Nous, on a des villages qui ont été touchés par Xynthia et ça a été notre premier combat qu'on a entre guillemets réussi, puisqu'on peut considérer qu'à échéance de l'année prochaine, on aura protégé les villages qui ont été concernés. On a été financé bien sûr par le fonds Barnier, par le département, par la région. Donc ça, c'est chose faite. Reste la problématique de l'érosion qui est le principal. Qui est compétence chez nous en matière d'érosion? C'est la première question qu'on doit se poser, c'est les communes. Hein, on a ce qu'on appelle les digues orphelines qui sont de responsabilité communale et on sait pertinemment que les communes n'ont pas l'ingénierie et les moyens financiers de faire. Donc j'ai proposé qu'on transfère dans un premier temps la compétence des communes vers la communauté de communes. Actuellement, on est en train d'évaluer donc le coût des charges transférées, de la réhabilitation des ouvrages et en principe 2025-2026, on aura la compétence. Voilà, c'est un principe politique, mais après, il faut savoir comment protéger et comment financer. Comment protéger? Je crois que chacun y va de ses solutions. Sur les 100 km de côte, chaque kilomètre est différent, chaque solution est différente. Monsieur, mon collègue, parlait de délocalisation. Dans l'île d'Oléron, on ne peut pas délocaliser. On a 80% du territoire qui est classé au titre des espaces naturels protégés, donc c'est totalement impossible. Donc on fera avec le territoire tel qu'il est. Alors il y a aussi, bien sûr, les solutions de réensablement systématique, sauf qu'il faut quand même des centaines de milliers de mètres cubes par an de sable, avec des réserves qui sont très limitées. Donc ça, c'est une première interrogation. Reste le financement. Et pour l'instant, on a une page blanche. Alors nous, on a une solution, mais qui n'est pas exploitable partout, j'en conviens. C'est une rencontre historique qui a eu lieu il n'y a pas longtemps entre les îles de Ré, de Noirmoutier et d'Oléron. Ce qui les rejoint, eh bien, c'est d'être reliés au continent par un pont. Et on a l'exemple de l'île de Ré. Hein, vous souriez, monsieur, parce que vous serez en première ligne pour évoquer ce sujet chez vous. Eh bien, l'île de Ré bénéficie d'une écotaxe qui lui permet d'entretenir ses espaces naturels et de financer la défense douce. Et on souhaite, Noirmoutier et Oléron, bien de bénéficier de ce même soutien. Donc la Charente-Maritime va en débattre au début de l'année prochaine parce qu'il faut 60 millions d'euros pour rénover le pont d'Oléron.
Le département de Charente-Maritime n'a pas un rond, bien sûr, comme tous les départements de France. Donc se posera la question de cette solution-là. Je conviens que c'est une solution exceptionnelle, hein, puisque ça concerne seulement 3 territoires insulaires. Mais c'est en tout cas le début de réponse qu'on pourrait avoir sur l'île d'Oléron. Merci. Je note de côté écotaxe pour la partie financement. Oui, alors, mon collègue de Noirmoutier, qui a des mots élégants, parle d'éco-participation. Éco-participation. Puisque l'objet, c'est de faire en sorte que les gens qui viennent dans l'île d'Oléron, qui viennent dans nos îles et qui la découvrent, eh bien, puissent apporter une petite dotation pour justement préserver ces espaces naturels et lutter contre l'érosion qui, avec le logement, est la priorité absolue de notre territoire et qui angoisse presque quotidiennement la population et notamment les nouveaux résidents qui ne connaissent pas la mer, qui ne connaissent pas justement les réalités naturelles et qui s'imaginent que l'érosion, c'était hier. Or, dans l'île d'Oléron, depuis les années 70, sur les côtes de Saint-Trochant, qui sont des côtes sableuses donc, de l'ouest de l'île d'Oléron, on a déjà ce phénomène d'érosion. Donc il n'empêche que cette peur qui parfois les incite même à quitter l'île d'Oléron, eh bien, nous oblige à faire. Faire comment? Ça, c'est la première question. Comment le financer? Nous, on a un début de réponse, mais spécifique, j'en connais bien. On va en reparler. Alors, il y avait une question par ici, et madame, d'abord, derrière moi, qui avait le micro. Je vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. Stéphanie Doyen, maire de Saint-Pierre-Quiberon, oui. donc la moitié de la presqu'île de Quiberon. Alors, nous sommes, comme beaucoup d'autres communes, confrontées au recul du trait de côte et à des risques assez accrus de submersion marine. Donc nous, on est presque une île, hein, donc ça grignote des deux côtés. Voilà. Et moi, ce qui me pose souci aujourd'hui, on est coincé entre le décret sur l'érosion côtière, hein, on est inscrit dans le décret liste, et le ZAN, hein, qu'on essaie d'appliquer de façon extrêmement vertueuse, puisque, enfin voilà, moi je ne suis pas du tout contre le ZAN, bien au contraire. Donc je m'applique à travailler là-dessus. Cependant, je trouve qu'au niveau des documents d'urbanisme, on n'a pas d'agilité. C'est-à-dire que je vous rejoins complètement, le nerf de la guerre, et on travaille aussi dessus, nous, parce qu'on a une très grave problématique de logement sur le territoire. Et je suis VP aussi au logement, donc je travaille sur les deux choses en même temps. On n'est pas agile, on n'est pas réactif pour capter du foncier. On y arrive aujourd'hui avec l'Interco, puisqu'on a monté une machine de guerre assez agressive pour avoir une captation publique à très très long terme du foncier. Mais tout ce qui va être zone de repli dans une projection de recul du trait de côte, on ne peut pas aujourd'hui préempter. On n'a pas d'outils. Moi aujourd'hui, j'ai essayé il y a encore 15 jours, l'avocat de la commune m'a dit ça ne passera pas. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de passer sa vie au TA, mais en attendant, comment on fait? Moi, je vois partir des terrains. Aujourd'hui, notre devoir, c'est de travailler pour les élus de demain, hein, c'est-à-dire dans 20, 25, 30 ans. Si on ne fait pas cet effort-là aujourd'hui, ça va être extrêmement douloureux. Et on n'a pas d'outils juridiques qui nous permettent, comme sursis à statuer ZAN, ou vous voyez, un outil efficace qui permet de dire non, ce terrain-là, on n'y fait rien pour l'instant parce que dans 20 ans, je sais que je vais en avoir besoin. Et on n'a pas ça aujourd'hui. Et là, donc, parce que nous, la presqu'île, c'est hyper petit. Il y a une ruée vers l'ouest après le Covid. On a une explosion de l'urbanisation, une explosion des prix. Donc aujourd'hui, moi, je ne peux plus m'aligner. Hein, j'ai des terrains en 1 AUL à 550 € du mètre carré. Donc comment je fais? Voilà. Je pense que c'est une réalité. Et aujourd'hui, on regarde les trains passer. Donc... Et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Alors moi, ce qui me choque beaucoup aussi, c'est qu'on n'a pas de prise de conscience. Nous, élus, oui, bien sûr, puisqu'on a les mains dans le cambouis, mais pas notre population. Moi, j'en parle à chaque réunion publique. Je le rabâche, je dis attention, mais ils ne sont pas dedans, ni les gens qui viennent s'installer, ni les notaires, ni les agences immobilières. Il n'y a pas de prise de conscience. On est dans un déni collectif qui m'inquiète énormément. Parce qu'au prochain incident grave, type la faute sur mer, type que sais-je, là, on peut basculer. Et psychologiquement et comme économiquement, ça va être très compliqué pour la population, pour les élus, quand bien même on fait de la prévention, quand bien même on tient un langage de vérité, on n'est pas dans l'anxiété, hein, mais par contre, moi, je tiens un langage de vérité avec ma population. Mais les prix ne baissent pas. Et selon moi, il ne faut pas encourager les gens à venir s'installer en bord de mer. Plus maintenant.
Dans le Morbihan, nous, on attend plusieurs dizaines de milliers de personnes à venir s'installer avant 2030. Beaucoup viennent sur les zones côtières, c'est normal, hein, c'est attractif. Et on a travaillé toute sa vie, on veut aussi profiter de sa retraite et vivre dans un endroit qui nous plaise. Voilà. Sauf que ça ne va pas être possible. Et il faut que les gens l'entendent. Voilà. Alors, moi, il y a ça qui me dérange, voilà, cette espèce de déni collectif et de langage de vérité. Problème de financement, mais on en a très, très largement parlé. Moi, je suis atterrée de voir aussi peu de députés s'emparer du sujet. J'ai rencontré Sophie Panonac à plusieurs occasions. Elle a son bâton de pèlerin. C'est inadmissible aujourd'hui en France, avec le linéaire littoral, avec nos amis ultramarins qu'on soit aussi en retard sur ce sujet. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Il n'y a pas de financement. Et là, vous disiez, je comprends vos difficultés, hein, mais c'est pas possible, quoi, qu'on soit encore à chercher un financement. Là, il faut s'agiter, quoi. Il faut franchement y aller. Parce que ça va être un drame. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai des sentiers côtiers qui s'effondrent. J'ai des maisons qui sont à 3 mètres. Et les gens qui me disent, Madame le maire, comment on va faire ? Je leur dis, je ne sais pas. Voilà. Je me bats avec la DDTM pour renforcer des sentiers, des SPPL. Pas tant parce que je veux faire de la défense contre la mer, juste pour gagner du temps, pour permettre aux gens de s'adapter. Et aujourd'hui, ça m'est refusé. Et dernier point, après je me tais, nous, on est reliés donc au continent par une langue de terre qu'on appelle un isthme, donc l'isthme de Penthièvre. Aujourd'hui, c'est un cordon qui permet une continuité territoriale avec Quiberon, avec Belle-Île, avec Watt, avec Édic. Belle-Île, c'est 1 million de personnes qui passent et qui traversent la presqu'île de Quiberon pour se rendre à Belle-Île. Donc l'isthme, il est important. Il y a une érosion majeure sur les enrochements qui ont été faits il y a une trentaine d'années. On s'est rendu compte que c'était tout à fait contre-productif parce qu'on a un engraissement de certaines zones et puis un approvissement de l'autre côté. Donc ce qu'on va faire, on va tout enlever. On va renforcer la dune avec des solutions basées sur la nature. Moi, les cales, je suis en train de supprimer plein de cales. Je reconstitue tous les cordons dunaires. Je recule tous mes campings municipaux. J'ai 3 campings municipaux. On a répondu à des appels à projets pour reculer nos campings. Donc l'idée, tant pis, je sacrifie 30% de mon chiffre d'affaires des campings, qui représente ma seule rentrée financière. Mais je préfère me couper le bras que de mourir. Donc on recule, on renature, on replante, on sensibilise. On travaille beaucoup avec le Conservatoire du littoral, on est grand site de France. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'accompagnement, on est un peu seul. L'aide de l'État, moi j'adore, je suis fonctionnaire d'État, mais on est seul. Et les DDTM, maintenant, quasiment aucun départ à la retraite n'est remplacé. C'est inadmissible. On n'est plus soutenu, on a des enjeux majeurs pour les 30 ans qui viennent, là, ça va piquer. Entre l'érosion, le ZAN, la crise agricole, etc., ça va être compliqué. Voilà. Donc, on est des élus très engagés, très motivés, on essaie d'innover, on essaie de trouver des solutions. Mais là, au niveau gouvernemental, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe. Voilà, je me tais. Merci Madame la maire pour ce témoignage de réalité vécue. Les mots sont durs, déni de réalité. Je vais peut-être répondre sur 2-3 éléments en président de la commission électorale des maires de France. Alors, sur les finances, on va en parler, parce qu'effectivement, c'est le cœur du sujet et on n'élude pas le problème. On travaille dessus avec Sophie Panonac et l'ensemble des élus en charge de ce sujet et on fait des propositions. Alors, on n'est pas forcément entendu, mais on fait des propositions. Sur la valeur des biens, une des fausses bonnes idées c'était de dire, avec la cartographie, les biens qui sont frappés justement par le recul du trait de côte, la valeur va diminuer, les communes vont les acheter, vont les louer pendant une durée de temps qui vont rester, et ça va permettre de financer le sujet. C'est faux, ça ne fonctionne pas. Les prix ne sont pas effondrés. Aujourd'hui, la prise de conscience des élus locaux que nous sommes, elle est réelle. La prise de conscience, effectivement, vous l'avez dit, de tous les autres acteurs, elle est nulle. Les gens disent, mais moi j'achète, j'en profite dans 20 ans, et on verra dans 20 ans. Donc on est au niveau zéro sur ce sujet-là. La baisse de prix sur le littoral et l'attractivité continue. On va diminuer l'offre, avec notamment le ZAN, et je suis d'accord, il faut préserver les terres. Donc ce sujet, il est devant nous. Sur le foncier, il y a effectivement
Il manque sûrement des éléments juridiques. Après, il y a les EPF qui apparaissent. Il faut une vraie politique foncière. Il faut une vraie politique foncière avec les intercos, les communes, les SCOT. Et c'est vrai, saisir les opportunités. Mais ce n'est pas simple. Mais le foncier, c'est une politique de long terme sur laquelle il faut vraiment mettre des moyens. Vous l'avez dit, c'est nos solutions de demain sur le foncier qu'on achète aujourd'hui. Mais il manque peut-être un élément juridique sur le sujet. Merci, monsieur. Ouais. Moi, je voulais vous dire, madame, chers collègues, vous êtes une mère parmi les mères. Ce que vous vivez, on le vit tous. Donc, on n'est pas là pour assumer des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Moi, je ne suis pas l'État, je ne suis pas le Premier ministre, je ne suis pas le chef d'une majorité parlementaire. Et en fait, on subit tous les conséquences d'un cadre juridique et financier qui n'existe pas ou qui est imparfait. La loi climat et résilience a opéré un transfert de charges et de compétences sur le dos des communes sur la question de l'érosion. Et sans financement associé. Depuis 2002, on se bat pour avoir un financement qui nous a été promis par les ministres successifs, qui devait arriver dans le projet de loi de finances 2025 et qui semble ne pas arriver. On va voir ce que va dire le Premier ministre demain, mais qui semble ne pas arriver. Ce n'est pas faute d'avoir fait des propositions. L'AMF, l'ANEL, le Comité national du trait de côte. D'ailleurs, dont certaines étaient parfaitement consensuelles et dont certaines ne piochaient pas dans les recettes existantes de l'État, mais fléchaient des nouvelles recettes qui n'existaient pas et qui ne constituaient pas des hausses de fiscalité pour les contribuables que nous sommes. Donc ce n'est pas faute d'avoir été à l'action. Mais à un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Moi, je ne suis pas le législateur. Les députés et les sénateurs sont législateurs, votent la loi de finances. Et les Français ont voté pour des députés après la dissolution. Et là, ils ont le résultat de leurs élections. Et nous, on se bat pour mobiliser les uns et les autres, pour activer les ministres concernés pour que ça vienne en haut de la pile. Mais c'est vrai que dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, ça n'arrive pas en haut de la pile. Ça n'arrive pas en haut de la pile. Donc il faut le congrès de l'AMF pour mettre la lumière sur ces enjeux, le congrès de l'ANEL en Guadeloupe, tu l'as dit, Madi, dans quelques jours, pour que ça vienne en haut de la pile. Mais le gouvernement aujourd'hui n'a pas pris ses responsabilités sur ces sujets-là et ne nous accompagne pas sur ces sujets-là. J'ai un rendez-vous à Matignon tout à l'heure, en fin d'après-midi. Je porterai votre témoignage. Mais nous, on est avec vous. On est comme vous et on fait les choses, on se bat avec les moyens qui sont les nôtres, mais dans la même direction que vous. J'ajoute sur le plan juridique, il y a un truc qui pourrait nous être autorisé de faire aussi, c'est de faire des provisions financières, provisions foncières, mais aussi provisions financières. Aujourd'hui, c'est interdit. On aurait besoin de le faire pour anticiper l'adaptation au changement climatique dans les décennies qui viennent. Merci, Monsieur Moreau. Deux petits détails sur les parlementaires. Pour échanger avec beaucoup de parlementaires, le nombre de parlementaires littoraux engagés est faible, effectivement, mais aussi ils sont peu nombreux par rapport à l'ensemble des députés du pays. Et quand des députés littoraux vont parler de ces sujets, mais les autres députés du secteur, mais ils s'en foutent royalement. À part venir en vacances sur nos littorales, ce sujet-là ne les concerne pas. Donc, on doit mobiliser nos parlementaires, ça c'est vrai, c'est indiscutable, leur expliquer. On a effectivement beaucoup de parlementaires qui n'ont jamais été maires. Donc aller leur expliquer nos trucs très techniques. Donc on a un travail pédagogique à faire au niveau des parlementaires, territoire par territoire, pour pouvoir avancer là-dessus. Et je crois que on est plus fort quand on chasse en meute. On travaille bien avec l'AMF et l'ANEL. On a une commission littorale qui traite de ce sujet régulièrement. Il y a plusieurs maires qui sont présents, qui assistent. Il y a une personne ici que je voulais vous présenter, c'est Nathalie Fourneau, l'excellente directrice de l'urbanisme. Repérez-la bien, elle est là-bas. C'est elle qui travaille dans l'ombre. Hein. Nous, on est devant, mais c'est elle qui fait le boulot. Elle est incollable sur tout le suivi législatif. On fait des visios régulièrement où tous les maires littoraux peuvent être présents, se connecter. On vous donnera les informations. Soyez présents parce que systématiquement, on donne l'information de ce qui avance, de ce qui recule, de ce qu'on obtient ou ce qu'on n'obtient pas. Et ensuite, on a besoin de vous tous pour relayer auprès des parlementaires. Tout seul, on n'y arrivera pas. Si on s'y met tous ensemble, on sera audible, on pourra communiquer. On travaille à la fin de la réunion, on fait un point presse, l'AMF et l'ANEL, on va donner un petit retour de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire pour qu'on soit visible, qu'on existe. Donc, soyons soudés, soyons unis, soyez présents, et chacun son job sur ses parlementaires. Merci, Monsieur le maire. Alors, une question de la salle avant d'aborder le thème du financement et d'autres questions aussi après, je vous rassure. Je ne vous oublie pas. Donc, il y avait Monsieur,
On va essayer de doser un petit peu tout ça. Je vous en prie. Je vais essayer d'aller rapidement. D'une part, je dois dire qu'on bouge et je suis heureux que vous ayez. Vous êtes de quelle commune, pardon? La commune du Pouliguen, pardon. Je suis Norbert Samama, maire du Pouliguen, Loire-Atlantique. Je suis heureux que vous ayez abordé, Madame le maire, le sujet de la population. Il est évident que c'est un sujet extrêmement sensible. Je dois dire que le CEREMA et l'ANEL ont lancé un appel à projet il y a plusieurs années, auquel, par exemple, notre territoire a répondu, c'est-à-dire la Baule-Guérande-Aglo et Saint-Nazaire-Aglo, 160 km de côte. Et pour tout vous dire, je suis la commune du département la plus impactée. J'essaye, au contraire, d'évaluer les choses et de dire les choses à notre population. C'est extrêmement compliqué. Mais pour tout vous dire, pour donner quand même conscience, une certaine conscience des choses, nous avons évalué le risque en termes de biens. Nous sommes à l'échéance 2050 avec la bande d'érosion telle qu'évaluée avec le CEREMA. Nous sommes, si je prends le prix du mètre carré actuel, à 55 millions de dommages aux biens en matière d'habitat. Si je me lance sur l'échéance 2120, je suis à 188 millions. Ma dépense d'investissement pour ma commune, elle est de 2,7 millions. Donc autant vous dire que même en termes de foncier, je ne vois pas comment j'arriverai à faire face à cette situation pour avoir une stratégie foncière qui me permette d'anticiper le déplacement de ma population au sein même de ma commune. Donc vous voyez, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec tout. Et il y a un pan qui était extrêmement important dans cette stratégie locale que nous mettons en place avec l'ANEL et le CEREMA, qui est justement cette acculturation à la population. Mais le problème sur cette donnée-là, c'est que oui, il y a un déni, c'est très clair, on voit bien, et je vous rejoins tout à fait au titre de l'AMF, il n'y a pas d'impact psychologique vis-à-vis de notre population. Et si j'avais une population qui me disait aujourd'hui, bien c'est pas grave, j'utilise mon bien pendant 30 ans, tout va bien, je dirais bravo. Le problème, c'est que ça n'est pas le cas. Parce que j'ai une population, et c'est là où je mets pas seulement en cause le fait qu'il y ait une prise de conscience vis-à-vis de notre population, mais j'ai aussi un État qui n'a pas été cohérent dans sa démarche, et je parle de Signal, parce que l'immeuble Signal, il y a eu indemnité, et j'ai une partie de la population qui ne se dit pas, moi j'attends que mon bien tombe et adviendra ce qui devra advenir, je veux une indemnisation. Et ça, je ne peux absolument pas répondre, et l'État n'a pas été cohérent dans sa démarche. Deuxième chose, aujourd'hui, nos acteurs économiques ne sont pas non plus cohérents dans leur démarche. Quand je vois des campagnes sur les ondes radio de la part de certains acteurs économiques, notamment en matière d'assurance, qui nous disent « mais venez, on va vous donner les moyens d'acheter un logement en bord de l'eau, là où même on doit se reposer la question de l'anthropisation de nos côtes », et je dis attention. Et en tant que tel, je dis aussi interrogeons-nous dès maintenant en tant qu'élus, parce que c'est de notre responsabilité, sur l'anthropisation de nos côtes. Et je dis par là, parce que je le vois, nous sommes dans le cadre de l'élaboration d'un SCOT, donc d'un schéma d'organisation du territoire, que ce soit la Baule-Guérande-Aglo ou Saint-Nazaire-Aglo. Or, aujourd'hui, nous avons une pression qui va être extrêmement forte, qui est extrêmement forte de nos populations pour venir s'installer au bord de nos côtes. Et je vois des SCOT qui sont en train d'envisager des augmentations de population à hauteur de 45, voire 50% sur les 20 ans. Donc je dis aujourd'hui, notre responsabilité d'élus, elle est là. Elle est aussi dans la projection du développement de nos territoires. C'est là où la Baule-Guérande-Aglo, et je salue aussi les Sables d'Olonne, parce qu'il faut savoir que les Sables d'Olonne ont pris une décision extrêmement courageuse en matière de projection d'accueil de population. N'est-ce pas Yannick, sauf erreur de ma part. Mais nous sommes sur, une augmentation de population de 12%, là où j'ai deux territoires qui nous sont limitrophes, qui sont à 45 et 50% d'augmentation de population. Donc il faut que nous nous interrogions, il faut que nous nous remettions en cause, mais il faut que les acteurs économiques qui nous accompagnent se remettent en cause, il faut que l'État dans sa démarche se remette en cause, et que derrière cela, non seulement nous ayons la capacité d'avoir un financement, parce qu'effectivement, une stratégie foncière s'engage sur du très long terme, et il nous en faut les moyens, et je salue un maire visionnaire comme vous l'avez été. Moi je suis un jeune maire depuis 2020, je porte le même message que vous, mais j'ai beaucoup moins d'expérience et beaucoup moins de savoir. Donc je vous dis bravo. Et en tant que tel, je pense qu'il faut, dans nos messages vis-à-vis de nos populations, aller de l'avant et savoir dire les choses. Je l'ai dit dans un article de presse dans Ouest France il y a 2 jours, je me fais honnir, non seulement par certaines personnes de ma population, parce que toute la question, elle est là aussi. C'est que nous ne sommes pas sur un mandat électoral,
nous sommes sur une problématique et une anticipation à long terme, et que ce sont les élus du moment qui vont prendre des coups et qui vont peut-être reculer pour le coup aussi bien que le trait de côte. Merci, monsieur le maire. On va revenir dans un instant sur le volet planification urbanisme. J'avais une question, monsieur, derrière moi. Oui, bon, bonjour. Non, pas une question, un commentail. Stéphane Buchou, député de la Vendée littorale. Je pense que j'ai bien fait de venir, puisque il était question des parlementaires et des députés en particulier. Alors, je voudrais rassurer, dans un premier temps, je voudrais rassurer Madame le maire. Nous sommes un certain nombre de députés, chère Madame, du littoral, à beaucoup travailler sur ces sujets-là, mais ça a été rappelé. Vous l'avez dit, il faut chasser en meute. On chasse en meute. Vous le savez, on se voit régulièrement. Moi, j'ai eu l'honneur de présider entre 2017 et 2022 ce qui était à l'époque le Comité national de suivi et de gestion intégrée du trait de côte. Et si je prends la parole quelques minutes cet après-midi, c'est aussi pour vous dire que tout ce que j'entends cet après-midi et que je partage en grande partie, on l'entend depuis maintenant 7 ans. Tout a été déjà dit, tout a déjà été écrit. Le point, et je ne veux pas anticiper les propos qui vont être tenus après moi, mais le point aujourd'hui de crispation, si je puis dire, il est autour du financement. La question du financement, elle figurait dans le projet de loi climat et résilience qui a été voté. Simplement, effectivement, à l'Assemblée nationale, Yannick le sait bien, il a été député entre 2012 et 2017. Il y a des votes, parfois on gagne, parfois on perd. Et cette fois-ci, on a perdu. Sur cette question du financement et sur la manière dont on ramène les financements à hauteur des sommes qui sont en jeu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est plusieurs dizaines de milliards, donc ça nécessite de mobiliser quand même un certain nombre d'outils. Là aussi, beaucoup de choses ont été dites. Moi, j'ai rédigé un rapport en 2019, on en parlait déjà, et on avait évoqué un certain nombre de pistes, je pense aux droits de mutation qui sont perçus par les conseils départementaux lors des transactions immobilières. J'imagine que vous allez en parler tout à l'heure, une taxe sur les plateformes de location saisonnière. On parle aussi de la taxe éolienne, etc., etc. En tous les cas, vous dire que, évidemment, nous sommes mobilisés à l'Assemblée nationale, et je pense aussi, évidemment, au Sénat sur ces sujets-là. Je pense on peut avoir des divergences. Il y a parfois eu ici des propos un peu contradictoires. Mais je pense qu'on est tous mobilisés sur un point, c'est qu'on a besoin d'un fonds dédié et pérenne qui serve à financer les stratégies nécessaires sur les territoires. Et effectivement, les stratégies, selon qu'on se situe dans tel ou tel endroit du territoire, elles ne sont pas toutes les mêmes. Il y a effectivement de la relocalisation, Mourad Aïtabouche le disait tout à l'heure, mais il peut aussi y avoir de la protection lorsque les zones sont particulièrement urbanisées. Donc il n'y a pas une solution miraculeuse, il y en a plusieurs, et pour les mettre en œuvre, on a besoin d'argent. Et effectivement, pour conclure, moi, vous dire deux choses. La première, c'est que les amendements qui visent non seulement à créer le fonds dédié et pérenne que nous appelons de nos voeux a été voté dans la loi de finances qui est partie en examen au Sénat, que les sources de financement ont été aussi votées, mais que, à l'instar de ce qui a été dit par un certain nombre d'interlocuteurs, je m'inquiète aussi des annonces qui ont été faites par le Premier ministre il y a quelques semaines à Givors, lorsqu'il dit qu'il faut de nouveau faire des études, de nouveau réfléchir, de nouveau refaire une cartographie, alors que les études, elles existent, et que la cartographie, elle existe. Donc, vous disiez tout à l'heure, monsieur, sur l'étude du CEREMA, qu'il y avait 3 pas de temps en 2028, 2050, 2100, mais l'urgence, elle existe, elle a été exprimée par les maires des Outre-mer. Donc, chassons en meute et faisons en sorte que ce qui a été voté dans le texte qui est actuellement en examen au Sénat, qui encore une fois ne résoudra pas tous les problèmes et qui est une première étape et qui permettra d'avoir une source de financement pour commencer à faire un certain nombre de choses qui ont été parfois dans d'autres territoires commencé à être faites, soit concrètes. Mais moi aussi, je ne vous cache pas que je nourris, monsieur le président de l'ANEL, maire des Sables-d'Olonne, je nourris quelques inquiétudes sur l'atterrissage. Mais peut-être que votre rendez-vous à Matignon en fin d'après-midi nous apprendra de bonnes nouvelles. En tous les cas, sachez que la semaine dernière, j'ai moi-même
sensibiliser Michel Barnier au sujet. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Alors, question du financement, précisément. Je reprendrai, j'oublie pas les questions, hein, juste pour qu'on avance un petit peu par rapport au financement. Donc, c'est le cœur du sujet. Alors, sur le financement, on parle évidemment du coût. Première interrogation naïve, est-ce que ce coût a déjà été estimé? Et si oui, dans quelle mesure? Et surtout, qui doit le prendre en charge, le coût, qui doit supporter le recul du trait de côte? Est-ce que c'est simplement les communes littorales concernées qu'on voit sur la carte? Est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt d'instaurer une forme de solidarité nationale? Quelles sont les positions de l'AMF et de l'ANEL sur le sujet? Alors, sur les coûts, le CEREMA est mieux placé, parce que dans l'enquête, ils ont des estimations de coûts, donc je leur laisserai donner les chiffres qui sont en milliards. Hein, voilà. Des financements pour les études, on en trouve toujours. Mais les financements pour les enjeux, les travaux, les relocalisations, c'est là que le bas blesse. Je suis complètement d'accord, il faut que le fonds soit pérenne. Ça, c'est la première chose. Pérenne et fléché, trait de côte. Pas dilué dans un espèce de grand magma, premièrement. Deuxièmement, il faut cette solidarité nationale. Alors la solidarité nationale, ça veut dire quoi? Je pense que toutes les communes littorales doivent être concernées. Celles qui aujourd'hui ont ce sujet qui est immédiat, et celles qui peut-être l'auront demain, parce qu'on ne sait jamais comment ça va évoluer. Pour le financement, il y a deux solutions. Il n'y en a que deux. C'est soit le contribuable, soit l'usager. Quelqu'un va payer, le contribuable ou l'usager. Aujourd'hui, le contribuable, les taxes, on dit tous, il y a un ras-le-bol fiscal, on n'en veut pas. L'AMF a suggéré pourquoi ce ne serait pas l'usager. Alors, je m'explique. Il y a 110 millions de nuitées dans les communes littorales en France. 110 millions de nuitées. On a expliqué lorsqu'on on amène à la casse sa machine à laver, il y a un bilan écologique qui permet de déconstruire la machine à laver. Pourquoi demain, on n'expliquerait pas aux 110 millions de personnes qui veulent profiter du littoral, avoir accès au littoral, pouvoir randonner sur le littoral, de participer à son entretien et de participer justement à ce sujet du trait de côte? Si on met une contribution, on a appelé ça contribution solidarité littorale, pérenne, à 50 centimes d'euros ou à 1 euro. Vous payez 100 euros votre nuit, vous payez 100,50 € ou 100 euros ou 101 euros, en expliquant que ce 1 euro va servir à rendre le littoral français accessible. Un, vous responsabilisez les gens qui viennent, donc nos visiteurs, on les responsabilise. Deux, le fonds, il est pérenne, avec une proposition aussi, c'est une gestion entre les services de l'État et les élus locaux et une présidence des élus locaux. Ce qui permet, alors je sais que c'est un vœu pieux, mon cher, mais si nous on ne fait pas ces vœux pieux, qui va les faire? Parce qu'on est proche du terrain, on connaît les problèmes du Pouliguen, on connaît les problèmes d'Oléron, etc. Et à Oléron, ils l'ont dit, voilà, ils ont un pont, les gens qui vont venir profiter de l'île, ils vont participer à l'aménagement de l'île. Eh bien, ce principe des îles pourrait être appliqué sur l'ensemble du littoral. Après, il y a évidemment les DMTO, le sujet sur les énergies éoliennes en mer. Et là, effectivement, il y a des fonds, sauf que expliquer aux habitants, aux commerçants, aux notaires que c'est les énergies marines qui vont financer le trait de côte, ça ne leur parlera pas. Hein. Ça, c'est sûr que... Alors nous, ça va nous parler, parce que c'est des fonds, mais ça ne leur parlera pas. Et surtout, il faut éviter ce que l'État a toujours tendance à faire, c'est qu'on crée un fonds et qu'ils partent pour faire autre chose. Et qu'on démarre avec de bonnes intentions et un fonds qui est existant, mais qu'au final, l'État ponctionne un peu, le met ailleurs. Il faut qu'on arrive à afficher des choses simples, compréhensibles par les habitants, compréhensibles par les médias, que l'on peut diffuser, relayer. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Donc une forme d'éco-participation touristique, en fait, on pourrait résumer ça. Oui, c'est ça. On est dans cette économie circulaire, dans le fait de l'éco-participation, c'est le bon terme. C'est-à-dire que je viens sur le littoral et l'attractivité, elle ne va pas diminuer, c'est sûr. Je viens sur le littoral, je vais, moi je suis breton, je vais dans le Pays Basque et je passe 3 jours dans le Pays Basque.
eh ben, mettre 1 euro pour 3 jours, ça fait 3 euros pour que je puisse avoir accès à Biarritz, pour que je puisse aller sur les îles. Ça ne me choque pas. Ou à Bidart, évidemment. Ça ne me choque pas. Et je pense que si tu viens en Bretagne, mettre 1 euro par nuitée, ça ne te choquera pas non plus. Voilà. Donc, en fait, c'est essayer de faire les choses simples. Monsieur Alzuri, du côté de Bidart, quelles sont alors d'une part les principales mesures à financer dans l'immédiat et que vous inspire cette idée d'une éco-participation touristique dans l'absolu? Les mesures à financer, bon, c'est tout ce qu'on a dit. Nous, on est engagé sur la côte basque dans 2 plans PPA, projet partenarial d'aménagement avec l'État. Donc c'est des opérations au long cours, des opérations où on a mis un peu tout ce qu'on voulait faire. Par exemple, sur la zone de Saint-Jean-de-Luz pour l'un de ces PPA, sur la zone de Bidart-Guétari pour l'autre, on a envisagé toute une déclinaison de mesures à prendre, de relocalisation de camping, relocalisation de stations d'épuration. La station d'épuration, celle de Saint-Jean-de-Luz, elle est à l'aplomb de la falaise, il faut qu'on le fasse d'urgence. On est sur une opération à 35 millions d'euros. La relocalisation du camping. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est très intéressant, parce que donc on a un camping qui est en front de mer, qu'il faut relocaliser parce qu'il pourrait être soumis à la submersion. On a trouvé un foncier pour le relocaliser, un foncier qui est hors d'eau, dans les études qu'on voit là, et pour autant, comme ce foncier il est à moins d'1 kilomètre de la limite du trait de côte, l'État, en dépit du fait que ces PPA, ces projets partenariaux d'aménagement, ont été faits pour permettre d'avoir un œil acéré, y compris sur la réglementation, pour pouvoir éventuellement, dès lors qu'on considère qu'on coche toutes les cases du recul, de la renaturation, pour pouvoir éventuellement déroger à la loi littorale, et bien là, on n'arrive pas à relocaliser notre camping parce qu'en fait, on ne le relocalise pas suffisamment loin. Mais une fois que passé le kilomètre qu'on veut nous faire passer, il n'y a plus de possibilité de relocaliser un camping. Donc, on a une foultitude de difficultés technico-financières, mais toutes les opérations, en tout cas celles qu'on a pu mener jusqu'à présent, les clés du financement, c'est une forme de ruissellement qui, jusqu'à présent, dans les opérations les mieux financières, démarre à l'Europe, à l'État, à la région, au département, à l'Interco et à la commune. Sinon, pour l'instant, on n'a pas su faire. Alors, sauf à ce qui est un Big Bang, le grand soir du financement des opérations sur le trait de côte, aujourd'hui, il fait un moment... Notre stratégie, je ne sais pas si elle est bonne, c'est d'aller dans ces opérations, projets partenariaux d'aménagement, essayer d'avoir une véritable stratégie, de la faire valider par l'ensemble des partenaires, de voir qu'on coche toutes les cases pour pouvoir être légitime à demander des subventions et parfois donc des aménagements de la règle, mais surtout des subventions pour essayer d'arriver au bout. Voilà. Alors pour l'instant, on y est arrivé, mais là, c'est vrai que le dernier mois, parce qu'il y a une espèce là, et je trouve que c'est l'ambiance qu'on ressent cet après-midi, il y a une espèce d'inquiétude massive de l'ensemble des acteurs avec les annonces de l'État, avec la quasi-faillite de l'État qui vient par ruissellement, pour le coup, vient mettre en grande difficulté tous nos partenaires habituels. Donc, oui, toutes les ressources seront les bienvenues parce que des investissements, il faut les faire. Les problématiques, elles sont là. Les chantiers sont parfois démarrés. Les chantiers, je le disais tout à l'heure, en plusieurs phases, 1, 2, 3 phases sur 3 ans. Et là, on se retrouve au milieu du gué avec l'inquiétude sur la dernière phase. Donc, ouais, il faut trouver des solutions. Après, effectivement, nos visiteurs, c'est une bonne chose. Moi, j'ai proposé au Conseil national du trait de côte, à sa dernière réunion, avant le schisme, avant la dissolution, il y avait une taxe sur les plateformes Airbnb qui avait été proposée, sur les plateformes de location saisonnière. Il y avait les droits de mutation. Il y avait aussi une ressource, c'est plus symbolique dans le produit attendu, mais pour certaines communes, je vous entendais parler de camping tout à l'heure, moi dans ma commune j'en ai 9 campings, mais je trouve qu'il y a une véritable injustice sur la taxe de séjour entre l'hôtellerie et même les meublés et le camping, puisque les campings payent des taxes de séjour qui sont 2 ou 3 fois ou 4 fois moins élevées que les gens qui viennent en hôtellerie ou en meublé de tourisme. Il n'y a pas de bonne raison à ça. Là, il y a un gisement quand même pour chaque commune, puisque la taxe de séjour, c'est communal, dès lors qu'on est un office de tour, une station classée, etc. Mais là, il y a un vrai gisement. Bon, évidemment, le lobby des propriétaires, des industriels du camping, parce que la France du camping, aujourd'hui, en tout cas dans nos territoires, c'est des groupes industriels, vu la valeur du foncier et des fonds de commerce. Donc, évidemment, ils sont contre. Mais là, il y a un problème, parce que je redis ce que j'avais dit à l'époque, chez nous, un mobil-home au mois d'août, celui le plus joli en bois avec un spa sur la terrasse, c'est 2 500 € la semaine. Il n'y a pas de raison que ceux qui sont là
paye la moitié de la taxe de séjour de celle que paient les autres visiteurs. Merci, monsieur le maire. Avant de passer la parole à monsieur Miossec sur le volet planification, qu'on va évoquer aussi, du côté du CEREMA, le chiffrage des coûts, ça a été fait, ça? Alors oui, en un mot. Alors d'abord pour dire qu'il ne peut pas y avoir de chiffrage, en tout cas à l'échelle de ce que l'on vous a présenté, de chiffrage national, parce que depuis le début, les discussions témoignent qu'il n'y a pas une solution miracle qu'on va pouvoir plaquer, tartiner, vous m'excusez l'expression, sur toutes les côtes de France et des Outre-mer. Donc le choix, la bonne solution pour le territoire, elle provient du territoire. Le travail qu'on a fait, et merci encore à M. Samaman de nous avoir accueillis avec l'ANEL, témoigne que les bonnes solutions, les solutions doivent être adaptées à chaque territoire. Alors par contre, ce sur quoi on a travaillé, nous, c'est qu'il y a une forme de boîte à outils, si je peux le dire comme ça, qui passe par de la connaissance, et de la connaissance qui est de la connaissance locale, de connaître localement la conséquence du trait de côte, de l'élévation du niveau de la mer à l'échelle de ma commune, de mon territoire. Nous, notre sentiment, c'est qu'il faut aller plus vite. Si on veut pouvoir construire des stratégies, il faut accélérer, et on souhaite être à vos côtés pour essayer d'accélérer ça. Il faut que ça aille plus vite. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être démultipliées pour que vous ayez la connaissance pour ensuite prendre la stratégie qui est celle du territoire. Et le deuxième point, c'est que, et vous en avez tous témoigné, en tout cas ce qu'on a pu voir avec les collectivités qu'on a accompagnées avec l'ANEL, c'est que finalement le choix pour un territoire, c'est une sorte de compromis entre ce qui est faisable techniquement. Ça a été dit tout à l'heure, il y a des endroits, il n'y a pas de solution technique. Elle n'existe pas. On pourra mettre tout l'argent qu'on veut, elle n'existe pas. Donc il y a un compromis entre une solution technique, ce qu'elle coûte, et puis l'acceptabilité par les acteurs locaux à la question de l'attractivité. Et donc nous, ce qu'on peut apporter, on a déjà fait une publication dans les années 2017, et moi, je voudrais faire l'offre d'être à votre service pour la consolider, c'est qu'est-ce que coûtent les différentes solutions. Voilà, moi je suis un élu local, j'ai deux options, je renforce ma digue ou bien je fais du ressourcement de ma dune. Ben voilà, ces deux options-là, combien en gros elles coûtent. Et là, nous, on est là, on peut vous accompagner à capitaliser finalement les expériences que vous avez construites. Il y a des entreprises qui nous sollicitent pour faire ça, parce qu'elles aussi ont des chiffres, voilà, sur des chantiers des 10 dernières années. Moi, je peux vous faire cette offre de service qui est modeste finalement par rapport aux questions qui vous sont posées et sur lesquelles vous devez faire des choix. Mais on peut vous aider en vous donnant des éléments, par exemple, de coûts ou de solutions qui ont été utilisées par d'autres. Et je vous renvoie vraiment au travail qu'on a fait avec l'ANEL et qu'on a présenté, qui est totalement disponible et accessible. Il y a des solutions variées en fonction des territoires. Et ça existe. En tout cas, on l'a consolidé pour une vingtaine de territoires avec l'ANEL. Merci, monsieur Dupré. Sébastien Miossec, du côté de Quimperlé Communauté. On a évoqué tout à l'heure, alors plein d'acronymes, hein, le SCOT, les PLUI, les SRADET, donc le schéma de cohérence territoriale, pour faire simple, le plan local d'urbanisme intercommunal également. Comment peut-on appréhender la question de la planification dans le cas de la prise en compte de ce risque de recul du trait de côte? Comment voyez-vous les choses? Alors, je me permets juste une petite parenthèse sur les moyens financiers, parce qu'on évoque le coût potentiel que ça peut faire, on évoque le besoin de solidarité, mais il y a aussi le fait que on a besoin de chiffrer aussi tout ce qu'on met déjà, tout ce que nous-mêmes on mobilise, parce que pour appeler la solidarité, souvent on dit hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Regardons aussi tout ce que ça nous coûte, parce qu'on a la chance d'avoir des territoires qui sont globalement plus attractifs que la Maine, pas les plus pauvres en moyenne du pays non plus. Donc, mais pour autant, ces charges-là, enfin ces recettes-là, cette richesse-là, elle sert aussi à assumer des charges qu'on porte aussi pour le territoire plus ou moins lointain, et donc l'échelle communale, l'échelle intercommunale, et aussi une échelle de solidarité, hein, de proximité, l'échelle intercommunale. Donc comment nous aussi on mobilise l'ensemble de ces moyens-là pour pouvoir aussi justifier d'autant plus qu'on a besoin de solidarité nationale. Et le deuxième élément qui est vrai ici sur ce sujet comme sur d'autres, mais peut-être encore plus ici parce qu'on parle de beaucoup de moyens long terme, voire très long terme, c'est qu'on a besoin d'un État qui soit encore plus stratège, y compris sur les finances, et qui puisse s'engager dans la pluriannualité. Quand on engage les éléments que Emmanuel évoquait sur Bidart, c'est sur des années et des années. Et donc on a besoin de savoir si l'État va être à nos côtés, comment l'État va être à nos côtés dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Et le climat d'aujourd'hui en la matière, je le conçois pas du tout rassurant. Sur les questions de planification, évidemment tout ce qu'on dit là, on voit bien qu'on a besoin de s'engager, de regarder, de penser quelque chose dans le long terme. Le message que je veux passer, c'est d'abord, on a encore des territoires littoraux qui n'ont pas de documents d'urbanisme. De moins en moins, mais il y en a encore un peu. Je
alors, je ne sais pas si d'ailleurs on a des statistiques à l'AMF des nombres de communes qui n'ont pas de documents d'urbain. Ils sont RNU en fait, c'est ça. Ils sont RNU, du coup, c'est le code de l'urbain qui s'applique. C'est ça, qui sont RNU et qui du coup appliquent un code national. Moi, un des premiers messages que je veux passer, c'est on a des problèmes devant nous, plus ou moins importants, assez différents. Notre première responsabilité, c'est nous-mêmes de se dire comment on les aborde, comment on les définit, comment on les analyse et comment on veut agir. Et le document d'urbanisme, qu'il soit à l'échelle communale ou intercommunale, c'est pour moi la première expression de notre sens des responsabilités. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre territoire à moyen et long terme à travers le document d'urbanisme ? On se plaint d'un État assez peu décentralisé. Le PLU nous donne la capacité avec des marges de manœuvre somme toute modestes, mais d'écrire un peu de règles locales sur la façon dont on veut développer notre territoire. Et puis après, il y a la deuxième question, c'est l'échelle. Une multitude de documents. Le document sur lequel on a le plus la main, c'est le plan local d'urbanisme. Est-ce qu'on doit le faire à l'échelle communale ou est-ce qu'on doit le faire à l'échelle intercommunale ? Et sur ces questions de trait de côte, on voit bien, de mon point de vue, que l'échelle intercommunale a souvent, probablement pas toujours, mais souvent, beaucoup plus de pertinence que la seule échelle communale. Parce qu'au travers le PLU, aujourd'hui, on règle beaucoup de sujets qui traient à l'aménagement de notre territoire et notamment de la bande littorale plus ou moins fine en fonction des enjeux qui sont les nôtres, mais on traite beaucoup d'enjeux qui amènent à la pression littorale, le logement, l'économie, le tourisme, la question des réseaux, des mobilités, etc., qui sont aussi une façon d'essayer d'anticiper la pression qu'il peut y avoir sur notre littoral. Et puis c'est aussi à cette échelle-là, ou encore plus dans le cadre actuel de la sobriété foncière, de la mise en œuvre du ZAN, qu'on peut réfléchir à cette solidarité territoriale qui dépasse souvent la seule échelle communale. Le Pays de Quimperlé n'est pas forcément le meilleur exemple, même si on est en PLU, etc. Mais nos problématiques ne sont pas massives sur nos 3 communes littorales. J'ai la maire de ma commune voisine qui est là, ma chère Malou. On n'a pas imaginé que des milliers de Moellanais de sa commune doivent émigrer dans les communes rétro-littorales. Mais en tout cas, ça peut s'imaginer dans certains territoires où les pressions sont fortes. Et puis le dernier intérêt pour moi du PLUI, c'est aussi de partager de l'ingénierie. On voit que sur ces sujets-là, on a un certain nombre d'études à mener, de réflexions à mener. En le faisant à l'échelle intercommunale, surtout quand on est une petite commune, je le dis d'expérience, je suis maire d'une commune de 4000 habitants, mais j'ai fait un PLU dans mon premier mandat il y a une quinzaine d'années. Et heureusement qu'aujourd'hui on est en PLU intercommunal, on voit bien qu'on a un vrai intérêt à avoir cette ingénierie mise en commun. Pour autant, et je terminerai brièvement là-dessus, un PLUI, j'ai conscience que c'est pas simple. Ça mobilise des fonds importants, mais je nous invite tous à regarder chacun l'addition du coût de nos documents d'urbanisme communaux. Je suis à peu près sûr qu'à tous les coups, le PLUI est globalement moins cher. Et puis ça pose surtout une question primordiale, et j'ai l'occasion au titre d'Intercommunalité de France d'aller souvent parler des PLUI dans les territoires. Le premier élément que je dis toujours, c'est parler de gouvernance, parler de comment vous voulez construire votre PLUI, le rôle des communes dans le PLUI, le rôle de toutes les instances diverses et variées. C'est extrêmement important pour que le document puisse aboutir de la meilleure des façons, d'autant plus quand le contexte est tendu et quand on doit gérer ce type d'urgence de moyen et de long terme. C'est important de savoir comment on travaille ensemble. Alors, sachant qu'on est en plus en pleine actualité réglementaire locale, puisque les SRADET, les derniers, voient le jour en ce moment au mois de novembre, et vont en découler les nouveaux SCOT rénovés au niveau intercommunal, puis les PLU, PLUI à horizon, je crois, 2028. 2028, février 2028, on doit avoir revu l'ensemble des documents d'urbanisme. On sait que sur ce sujet, en effet, il y a une actualité qui... le Sénat met une nouvelle proposition sur la table. Moi, je plaide plutôt pour la stabilité, globalement, parce qu'en changeant les règles tous les 15 jours ou tous les 3 mois, ça ne nous aide pas à pouvoir imaginer un plan d'action sur le moyen et le long terme, même s'il y a sûrement besoin d'un certain nombre de correctifs, parce qu'en la matière, on a écrit à travers la loi climat-résilience, on a défini un nouvel enjeu, une nouvelle donne, qui est de dire que le foncier, il est vraiment, ça ne date pas de cette loi-là, mais on a vraiment défini qu'il est fini. On s'est donné des objectifs extrêmement ambitieux. Maintenant, il faut trouver la façon dont on le traduit concrètement sur le terrain. C'est pas simple, j'en suis parfaitement conscient, mais je crois que l'impératif est partagé largement. Et donc on a besoin de ça, mais de stabilité, c'est important. J'ajoute juste sur les questions de calendrier.
C'est un des problèmes quand même, c'est qu'en ayant toutes et tous nos documents à revoir dans un calendrier court, ça pose quand même la question des moyens humains, soit en interne à travers notre capacité à recruter de l'ingénierie en interne, soit la capacité à pouvoir faire appel à des partenaires type bureau d'études qui vont tous être sollicités. Et tout ça va aussi coûter pas mal d'argent. Merci Monsieur Miosek. Alors je vois que le temps passe. Il y avait une question ici, le point de vue de nos 2 élus ultramarins à qui on doit encore donner la parole et un mot de conclusion de l'AMF. Donc monsieur qui avait une question, je vous en prie. Oui, bonjour à tous. Moi, Madi Oussini, maire de Chiconi, commune du département de Mayotte. Donc, pour revenir sur la globalité des échanges qui ont été faits depuis tout à l'heure, en parlant de PLUH, justement, en ce qui nous concerne, nous, dans notre interco, il faudrait revenir à une certaine réalité parce que on trouve à certains égards que les PLUH ont été élaborés avec des réalités qui sont un peu différentes de ce qu'est la réalité de nos territoires. Parce qu'il faut savoir que, Monsieur le Président l'a rappelé tout à l'heure, Mayotte c'est 374 km², autant dire que c'est petit, c'est des petites communes. En ce qui nous concerne, 8000 km². Pour rapprocher les points de vue, il y avait 2 points de vue tout à l'heure, soit délocaliser les communes ou les villes, soit sécuriser ce qui est la réalité actuelle. Pour ma part, je pense qu'il est pertinent dans un premier temps, chercher à sécuriser la démarche, parce que le président l'a dit tout à l'heure, le président de l'ANL, il y a quand même une responsabilité pénale compte tenu des événements climatiques qui peuvent survenir et qui arrivent régulièrement. Monsieur le Président l'a dit tout à l'heure, Madi Souf, les subventions marines. Mais supposons que dans une situation où j'envisage plus ou moins de délocaliser, je me retrouve à une réalité tout de suite immédiate, à savoir on se retrouve heurté à un certain nombre de risques naturels, notamment les risques d'éboulement de terrain. Donc, je me pose la question, si la bonne démarche, c'est essayer de délocaliser et d'envisager de partir ailleurs, je vais aller où, tout en sachant que peu importe où on va déménager des villages qui sont des villages coutumiers, on va les déménager en hauteur et on va se retrouver confronté à la même réalité. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est de sécuriser déjà l'existant, puisque la réalité, elle est là, il y a une population qui est là, il y a des ouvrages qui sont là. Et chaque mois, pratiquement, il y a des réalités, compte tenu de ces événements climatiques. Donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est juste une facilitation, si ce n'est pas un accompagnement financier, une facilitation dans la démarche, notamment l'accompagnement du DIALM et de la BRGM, parce qu'à certaines occasions, nous, quand on porte, on va dire, des initiatives en ce sens, même si on peut se débrouiller en quelque sorte pour trouver le financement, souvent, on nous oppose naturellement les contraintes réglementaires, tout en sachant que peu importe, cette contrainte-là, elle doit être prise en compte, mais la réalité, c'est que qu'on reste là ou pas, on reste, puisque dans l'immédiat, on ne peut pas partir, mais même si on nous oppose ces contraintes, cette population, elle est exposée à un risque à un moment ou à un autre. Cette question de la responsabilité pénale reviendra. Donc, nous, tant sur la question de financement, ok, mais ne serait-ce que dans la démarche d'accompagnement, aussi bien pour la levée de certaines contraintes techniques permettant aux intercos ou aux communes, par exemple, de faire aboutir les démarches en ce sens et de mettre notre population en sécurité. Voilà ce que un risque d'un côté, un risque de l'autre, effectivement. Merci pour ce témoignage. Madi Souf, peut-être en commentaire, conclusion de ce témoignage. Oui, tout à fait. Vous savez aussi qu'on a, je voulais juste répondre aux journalistes qui avaient pris la parole tout à l'heure, Mayotte n'est pas la Guadeloupe ni la Guyane. La Guadeloupe et la Martinique perdent des populations. Mayotte, c'est 12 000 naissances par an. Et je l'ai rappelé, c'est 374 km². Mais peut-être moins à cause de ces montée des eaux. On doit construire des écoles, on doit construire aussi des logements. Et comme vous le savez, les logements à l'époque,
On a aussi tout ce que ça a été dit tout à l'heure par mon collègue, la ZAN. Comment délocaliser la population? On est frappé par la ZAN. Et bon, heureusement qu'avec l'association des présidents la délégation d'outre-mer de l'AMF, on a pu négocier pour reporter à 2050. Je parle sous le contrôle de madame. Mais est-ce que ce n'est pas encore acquis, hein? Ce n'est pas encore acquis. Donc, nous avons aussi une population à nourrir. On parle de la vie chère. On parle de tout ce qui est l'agriculture. Si on déplace ces personnes, a été dit par mon collègue, sur des zones agricoles, comment nourrir la population sur ces problématiques? Donc, on a les mêmes problèmes côtiers, c'est-à-dire certes littoral, mais on n'a pas les mêmes solutions. Merci. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire de Koumac et en conclusion ensuite AMF, Wilfried Weiss. Oui, juste pour conclure. Tout à l'heure, on a parlé de la montée des eaux. Il faut savoir que la montée des eaux a chez nous aussi une influence sur les inondations. Puisque l'eau ne peut pas s'écouler, donc on a automatiquement des inondations qui sont beaucoup plus fortes. Le journaliste tout à l'heure parlait de déplacement de population. Chez nous, c'est assez difficile, malgré qu'on a de la surface. Pourquoi? Parce qu'on a deux types de fonciers chez nous. On a le foncier de type particulier, c'est-à-dire des privés, et on a ce qu'on appelle des terres coutumières. Et sur les terres coutumières, les Mélanésiens là-bas sont très attachés aux fonciers. Et c'est très difficile de pouvoir déplacer des populations sur un autre foncier. Donc c'est pour cette raison qu'on est obligé, malgré tout. Aujourd'hui, les coutumiers chez nous sont en train de faire un travail sur ce déplacement de population, mais ce n'est pas gagné, comme on dit chez nous. Donc, sur la côte Est, c'est une côte qui est pratiquement sans plaine. Donc aujourd'hui, de déplacer des tribus, ça serait les déplacer dans la montagne, avec des coûts qui sont énormes. Ça sera très difficile. Vous pensez à l'eau, à l'électricité, etc. Donc, impossible pour les communes. Et on a commencé, par contre, à faire déjà des enrochements à certains endroits qu'il fallait préserver obligatoirement. Et c'est pour ça qu'on attend avec impatience qu'on puisse faire ce référentiel du littoral et qu'on puisse, que le CRMA ou le CHOM puisse nous aider à faire des simulations et voir quelles sont les meilleures infrastructures que l'on pourrait faire pour protéger nos côtes. Voilà donc ce que je voulais vous dire pour terminer, mais pour dire que c'est une préoccupation et on espère, malgré que la compétence, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous a été transférée, mais d'être aidé par le gouvernement français pour nous aider dans le cadre d'expertise, par exemple. Et c'est là qu'on a besoin un petit peu de l'aide de la France et de l'aide des collectivités aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure de partenariat. C'est dans ce cadre-là, parce que c'est vrai que c'est intéressant à certains endroits de voir comment on a réagi, qu'est-ce qu'on a mis en place, quelle sorte d'enrochement, quelle sorte de choses que l'on peut mettre en place. Il y a aussi des systèmes avec du sable, on enlève du sable, on remet du sable, on fait des choses, voilà. Donc, merci à tous. Merci, monsieur le maire. Dominique Cap, le mot de la fin, on a pris du retard. Oui, on a pris du retard et c'est assez paradoxal parce qu'en fait, la conférence qui suit, c'est le financement des plateformes Airbnb. Alors, je pense qu'il faut les taxer et remettre tout ça sous le trait de côte. Ça serait une bonne solution. On leur donne la transition à la réunion suivante. Non, ce qui est important, c'était d'abord le nombre de gens on a fait le plein. Les débats ont été filmés. Vous pouvez retrouver tout ça sur la plateforme de l'AMF. Je pense à partir de demain, normalement. On a abordé plein de sujets, le plan juridique, le risque pénal, les différents contentieux. On n'a pas parlé des assurances. Aujourd'hui, les collectivités ont du mal à s'assurer. Demain, sur le trait de côte, si on a des gros dégâts, on ne sera plus assurable. Donc, on a tous ces sujets qu'on n'a pas évoqués. Le gros point actuel, effectivement, c'est le financement pérenne, sur lequel on est très présent,
On discute avec le comité national, avec les parlementaires. Il faut qu'on trouve des solutions et qu'on soit entendu donc, auprès du Premier ministre et dans la stabilité. Voilà. Un grand merci à tous pour votre participation et je pense que l'année prochaine, on se retrouvera sur le sujet. On n'aura pas tout réglé et dans une salle encore plus grande que cette année. Donc voilà. Merci à tous.